Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 6 octobre 2022. Nous sommes au lendemain du match nul, c'est pas courant cette saison, c'est seulement le deuxième entre le Benfica Lisbonne et le PSG. Ça sera le thème principal et d'ailleurs unique de ce podcast. On va donc revenir tranquillement sur la partie, on va commenter vraiment sous tous les angles comme on a l'habitude de le faire. Bonsoir à vous sur le live. On n'est que trois ce soir parce que j'ai eu beaucoup de forfaits. J'ai enchaîné les pépins, les gens qui ne pouvaient pas. Donc on va faire ça à trois. Puis ça sera peut-être un peu moins long que d'habitude. Donc on s'en contentera vu que j'ai quand même passé ma semaine sur Twitch avec vous. En attendant, Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Ah oui, on ne remplit pas les feuilles de match en ce moment. En ce moment, on a du mal à remplir les feuilles de match. Quoique j'en ai gratté quelques-unes cette semaine quand même. Je crois que c'est mon cinquième live de la semaine sur Twitch. Mais bon. C'est pas grave, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Et normalement, Omar est là, de retour, SFR l'a libéré. Ah non, bonsoir à tous. Pas merci à SFR. Vive Belleville, vive la rue. Belleville est venu au secours de notre ami Omar, qui a pu ainsi récupérer une connexion. Je m'excuse pour les problèmes de son qu'il a pu rencontrer ces derniers jours, mais vous imaginez tous les efforts qu'il a fait pour être avec nous déjà. On va attaquer sur donc ce Benfica. On dit l'enchaînement des matchs commence à se faire ressentir sur l'effectif de Culture PSG. Je confirme que l'effectif est un peu sur les rotules. L'effectif a dû retourner se coucher ce matin en partie d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, bonjour à tous sur le live, en tout cas ça fait très plaisir de vous retrouver. On dit deux podcasts dans la même journée. Ah oui, c'est effectivement, j'ai fait un live cet après-midi avec Lucas sur la Youth League. Je vous l'ai mis en ligne déjà sur les diverses plateformes et sur le YouTube aussi, si vous regardez, il doit être disponible. Je m'excuse, le son est très décalé sur le live de la Youth League. Normalement, ça ira mieux ce soir. On nous dit enfin un podcast que je peux suivre en direct. Bah écoutez, tant mieux. Est-ce que ça. On dit salut, ça a sauté. Non, 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 c'est là, on est là, on est bien, hein. C'est moi au début où j'ai fait n'importe quoi, j'ai lancé, relancé parce que je m'étais trompé dans les thèmes, mais c'est tout. On va donc attaquer sur ce Benfica PSG. Je vais vous redonner les buteurs notamment. Alors le premier buteur c'est Lionel Messi à la 22e minute sur une action sublime où il est servi par Neymar mais avec un relais de Mbappé avant. Et l'égalisation du Benfica à Lisbonne est à la 42e par Danilo contre son camp, le grand portugais, qui malheureusement a dévié de la poitrine, si je ne me trompe pas, au fond de ses propres filets. Le pouls du match va être pour moi, on avait fait de ce rendez-vous en Portugal un match compliqué. Un match qui pouvait définir aussi la suite en Ligue des Champions, notamment au niveau du classement. Bon, le match nul change pas grand-chose à ce niveau-là. En revanche, le match compliqué, match peut-être de référence, match compliqué on a vu, match de référence on n'a pas vu en revanche. Le début de rencontre est très très compliqué pour le PSG. On voit dès les premières secondes pratiquement des erreurs de relance, tout ça. Au bout de, on subit comme pas permis, on sort pas un ballon. Vraiment, l'équipe est acculée dans son camp, dans sa moitié de terrain. C'est pas glorieux, on va pas faire semblant, hein. Et puis par je ne sais quel miracle, on arrive à marquer un but. Enfin, c'est le miracle du talent parce que c'est vraiment un but 100% talent. Ça se joue une touche de balle, ça va à toute vitesse et ça finit par un ballon lobé extraordinaire. On enchaîne ensuite une très bonne séquence, peut-être la meilleure du match, mais au final, il n'y a pas beaucoup d'occasions qui en ressortent. D'ailleurs, je crois que je suis aux expected goals, j'en ai même pas un but marqué au final sur la rencontre, donc c'est vraiment pas glorieux. Et puis, Benfica se rebelle un peu et avec pas grand-chose, avec beaucoup de choses qu'on leur donne surtout, pousse. Donnarumma au bout d'un moment craque, non pas sur une frappe adverse, mais finalement sur un centre, un excellent centre d'Enzo Fernandez que Danilo touche. Et c'est un partout à la mi-temps et c'est terrible, c'est qu'il est à la fois frustrant pour les Parisiens parce on peut estimer en tout cas que le PSG avait largement de quoi dominer, enfin de quoi être devant à la pause. Mais en même temps, c'est déjà un braquage parce que Donnarumma a fait combien? 5 arrêts en première mi-temps? 6 arrêts? Non, 5 en première, plus un dernier après, ça fait 6. Bon, voilà. Erreur de relance sur le but, enfin une catastrophe le but. Si vous regardez du début à la fin, il n'y a rien qui va si vous regardez bien. Si vous avez du temps, vous pouvez le revoir demain et pleurer devant. En tout cas, la seconde mi-temps n'est pas du tout la même physionomie, pardon. Le PSG est bien mieux, fait une bonne rencontre, mais il y a toujours pareil ce problème à créer des occasions. Il y a le poteau ou la barre de Neymar là,
sur un retourné acrobatique un peu pas très académique, mais plutôt bien vu malgré tout. Il y a comment il s'appelle, Mbappé qui envoie une superbe frappe, Hakimi qui a deux grosses occasions, et Messi qui en rate une parce que le contrôle est pas bon, comme quoi ça arrive même aux plus grands. Et il y a quand même la fin de match est finalement pratiquement plus à l'avantage de Benfica. Il y a cette énorme percée de Rafa Silva qui se conclut face à Donnarumma alors qu'il venait de déposer Sergio Ramos et Marquinhos tout de même. Et la fin de rencontre, on gère pas grand chose. On envoie ils envoient des grands centres un peu dangereux. Nous, on fait pas grand chose. Un partout finalement, score logique. Les deux entraîneurs l'ont souligné, il me semble. Euh, Vraiment pas un grand match du PSG. Il y a vraiment une mauvaise mi-temps où on marque et une plutôt bonne où on ne marque pas. Mais au final, l'impression générale est pas terrible. Je suis pas aussi catastrophé que certains. J'ai pu lire des trucs aujourd'hui comme quoi il fallait qu'on rachète 8 joueurs en mercato, je ne sais quoi. Enfin, déjà, si le mercato était la solution à tout, ça se saurait, hein. En cours de saison, tu as le droit de travailler avec les joueurs que tu as. Et le PSG est super bien positionné pour aller ensuite être valider la première place de la poule, se qualifier, tout ça. Donc ça, faut pas l'oublier, c'est quand même très très positif. Mais ouais, on nous dit match équilibré, on s'est pas ennuyé. Non, le match était de très bon niveau, mais bon. Moi j'attendais mieux. On me dit je suis sévère quand on domine quasiment 60 minutes sur les 90. Ouais, enfin, je suis pas sûr pour moi on en domine 45, 35 en première mi-temps et 35 en deuxième, 10 en première et Benfica le vice versa quoi. Donc bon, je suis un peu perplexe après cette rencontre. J'espère que Galtier saura tirer des enseignements qui me paraissent assez nécessaires et voire assez visibles même. Mais bon, en tout cas, il n'y a toujours pas de défaite. Son équipe est toujours invaincue. Son équipe a pu une nouvelle fois constater que quand trois grands talents se mettent à jouer ensemble, il n'y a absolument personne qui peut y résister. Mais je trouve que le peu d'occasions réelles créées, enfin des occasions vraiment où il y a des. On a eu des occasions, mais c'est parce que les joueurs sont hors normes qu'ils arrivent à en faire des occasions. Mais des vraies occasions ou des 1 contre 1, des frappes de près, on n'en a pratiquement pas au final. Un retourné comme que fait Neymar, est-ce que c'est une occasion? Moi, je suis pas certain. C'est le joueur qui en fait une occasion, alors que sinon c'est un ballon impossible. Donc voilà, je suis pas très très satisfait de ce match, même si, je le répète, c'est vraiment pas simple d'aller gagner à Benfica, et c'est pas pour rien qu'aucun club français n'a jamais réussi. Mathieu, pouls du match, je te laisse compléter avant que Omar nous donne son ressenti qu'on sait pas très très positif. Qu'est-ce que t'en as Alors, pensé toi de ce Benfica PSG? alors j'ai contrebalancé un petit peu sur ce que tu as dit et ce que va dire Omar, j'imagine. Pour une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec tous tes commentaires, Eh ben, pas de souci. notamment l'occasion de Neymar. D'abord, c'est la frappe d'Hakimi sur cette même action. C'est une occasion qui part d'une relance où tu as, parce qu'avait mis en place un peu Galtier, une relance depuis l'arrière avec Marquinhos qui s'intercale au milieu de terrain. Il a beaucoup fait en première mi-temps, à mon avis, qu'il a bien fait sur de nombreuses séquences. Et ça, ensuite, l'action se déroule et on va jusqu'à trouver le côté gauche. Il y a un centre qui aboutit jusqu'à Hakimi. Et ensuite, ça revient sur Neymar. C'est une action plutôt construite. C'est pas une action qui sort. Neymar qui fait un retourné dans ses joues. Ensuite, sur la première mi-temps, elle est difficile à lire, je trouve, parce que tu as à la fois des erreurs ou des actions un peu ponctuelles où on se rate. Et en fait, on ne sait pas trop s'il faudrait l'étendre à des questions de système et à des questions plus générales. Je vais m'expliquer. Si tu fais le décompte sur la première mi-temps, en plus du but, on a 3 arrêts de Donnarumma. Je compte 3. Ouais. 2 de Ramos. Donc le premier, c'est une ouverture en profondeur de Silva, du défenseur axial droit de la défense à 4 de Benfica. Et envoie en profondeur, Ramos part de son camp. Silva n'a pas attaqué, donc il a l'occasion d'envoyer cette ouverture. Ensuite, à la course, Ramos passe et fait une frappe en angle un peu fermé. Ensuite, tu as une deuxième occasion, c'est une occasion sur attaque placée pour le coup. Paris est replié dans le 5-3-2 qui a été celui du PSG hier avec Neymar relayeur gauche. Là, pour le coup, on est déséquilibré par la possession du Benfica. Un espace secret dans l'axe. Ensuite, il y a une passe qui est trouvée entre Danilo et Nuno Mendes. Et encore, c'est Ramos, il me semble. Gonzalo Ramos qui est trouvé, qui frappe en angle. Non, c'est Neres, pardon. Qui frappe en angle fermé et Donnarumma la repousse. Je crois que c'est Neres. Hein. Je suis Oui, peut-être c'est Neres. en L'arrêt confusion. incroyable sur la ligne avec la déviation.
C'est ça. Ouais, C'est c'est ça. Neres puisqu'il part dans le dos de Danilo et C'est ça. qu'il est l'ailier droit et Danilo le stopper gauche. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une occasion du Benfica sur attaque placée et Paris qui se retrouve déséquilibré par la possession adverse. Tandis que la première, c'était vraiment une ouverture en profondeur et on ne met pas de pression sur le porteur, là, alors qu'on était plutôt bien placé. Et ensuite, Benfica peut attaquer la profondeur. Et la troisième occasion, donc en plus du but, c'est un coup de pied arrêté où là, on dort un peu. Dans la surface, on n'est sans doute pas assez méchant. Au lieu de dégager, on est un peu entre deux et le ballon arrive sur Silva, là encore qui frappe à bout portant, mais trop centré sur Donnarumma. Donc ça, c'est un peu le résumé des trois occasions. Mais voilà, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est trois actions qui ne se ressemblent pas, en fait. Donc tu ne saurais pas forcément tirer quelle conclusion de cette mi-temps-là. Globalement, pareil sur la physionomie, notamment les actions sur les sorties de balles, ça avait été érigé comme l'un des enjeux majeurs de la rencontre par Galtier, par tous ceux qui avaient pu commenter, notamment nous, avant la rencontre, lors du podcast d'avant-match, Avec Dan, oui. avec Dan. Donc évidemment, on s'était tous dit que ça allait être un des enjeux du match. À la fois, on a eu quelques problèmes sur des ballons. Il y a notamment une passe de Ramos vers Danilo qui est un peu dans le dos et ça donne un corner pour Benfica. Je crois que c'est à la 8e minute, juste après la première situation. Tu as une ou deux fois où Donnarumma doit dégager loin devant. Mais à côté de ça, tu fais aussi le bilan, tu t'aperçois qu'on a trouvé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de fois, Messi ou Neymar ou Mbappé dans le dos des milieux du Benfica. Et sur des situations où tu as 6 joueurs qui sont éliminés et derrière, on n'arrive pas vraiment à enclencher des occasions. Je faisais un peu le décompte en revoyant le match tout à l'heure. Mais Verratti, dans les 10 premières minutes, il trouve 4 fois nos attaquants dans le dos des milieux adverses. Et quand je dis dans le dos des milieux adverses, c'est-à-dire que tu as 6 joueurs du Benfica qui sont éliminés d'un coup. Et Ouais, derrière, tu n'as pas le. qui courent vers leur but, ouais. Ils courent vers leur but et ensuite on a des situations quasiment d'égalité numérique face à la défense adverse que tu concrétises même pas par une occasion en fait. C'est ça qui est un peu gênant là-dessus. Euh, donc, voilà, en plus sur la relance, je trouve qu'on avait fait quelques ajustements. Je trouve le rôle de Marquinhos qui a joué beaucoup au milieu de terrain sur ces phases-là, un peu à la manière de Frey quand il a pu le faire à l'Inter sur les 3 dernières saisons était plutôt bien vu. Il y avait quelques situations qui étaient plutôt positives. Verratti qui a fait de très bonnes choses aussi à ce niveau-là. Donc oui, sans dire qu'on a tout réussi, évidemment. Euh, on n'a pas pris non plus un bouillon à la relance. Je tempère un petit peu ce que tu as dit à ce niveau-là, Philo. D'accord. Je trouve que ça n'a pas été comme Monaco, par exemple. Là, ça avait été vraiment le niveau zéro, entre guillemets, où on avait tout rendu. On avait concédé beaucoup même de situations sur des ballons qu'on perdait dans nos 30 mètres. Évidemment, je dis ça, le but qu'on prend, c'est sur une relance ratée, un ballon perdu. Je dirais que c'est plus un excès de gourmandise de Vitinha à un moment, qui ouais, veut jouer le 1-2 avec Neymar, qui est redescendu très bas par presque excès de générosité aussi dans son remplacement défensif. Et je pense c'est plus un manque de lucidité à ce moment-là, des mauvais choix et un ballon qui est perdu. Et ensuite, le déroulement de l'action fait qu'on dort un peu sur ce centre-là. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, elle a été plus à l'avantage du PSG. Je pense que la possession, elle est quasiment des 2 tiers pour le PSG à ce moment-là. Euh, Globalement, Benfica va sortir peut-être une ou deux fois de la mi-temps, notamment sur la percée de Rafa Silva, mais guère plus. On les a contenus à ce niveau-là. Et en termes d'occasion, il y a celle que tu mentionnais, les deux d'Hakimi, dont une qui donne l'occasion de Neymar aussi. Il y a un coup franc de Neymar, la frappe de Mbappé qui est sortie magnifiquement par le gardien. Une très grosse occasion de Messi juste avant sa sortie, où il rate un peu le contrôle, alors que c'est vraiment un ballon de but important. Donc voilà, si tu fais le bilan, il n'y a pas peu des raisons d'être satisfait, bien sûr. Après, tu savais aussi, vu la difficulté de l'adversaire, que tu serais un peu ballotté. Donc, sans dire que PSG a réussi le test, c'est pas le cas. C'est malgré tout un point à l'extérieur, donc le match le plus compliqué de ce groupe. Évidemment, il faudra le valider par une meilleure prestation encore au parc, mais évidemment un meilleur résultat. Là, est l'essentiel. Là sera l'essentiel. Euh, mais voilà, c'est un match à peu près équitable entre deux équipes qui n'ont pas perdu depuis le début de saison. Mm. Sans dire que je m'en satisfais, voilà. Il y a quand même eu des situations pour gagner le match aussi. Donc, j'en ferai pas non plus un trou noir ou un match complètement rayé de la carte dans ce que peut faire l'équipe depuis le début de saison. On sent quand D'accord. même qu'il y a aussi, d'un point de vue individuel, on y reviendra, mais des joueurs qui tirent un peu la langue et Ouais. Hakimi aussi devant. Techniquement, on est un peu descendu d'un cran et sans doute que ça nous manque un peu pour faire la différence sur les situations, les amorces d'occasion qu'on peut avoir.
Ouais, alors petit tour sur live, pour ça je remonte, je m'excuse ceux qui sont en train de lire. On nous dit: «Le résultat est bon, mais c'est la performance qui laisse à désirer. L'équipe a l'air de méchamment stagner depuis quelques matchs». On est effectivement un peu dans la continuité des derniers matchs. On est assez loin du PSG quand même du mois d'août, on va pas faire semblant. On nous signale que les coups de pied arrêtés ont été très, très mal tirés. Ah ouais, c'est scandaleux. Avec les tireurs qu'on a, le rendu qu'on a, il est dégueulasse. Il y a pas d'autre mot. Franchement, depuis Et combien les joueurs qui peuvent reprendre de la tête aussi. non mais oui, non mais c'est ça, les Les 3 tireurs. défenseurs centraux, ils peuvent te mettre une demi-douzaine de buts par saison, hein. Attends, tu Ramos qui doit être le meilleur joueur de tête offensif de la planète sur les 15 dernières années, on n'arrive jamais à le trouver. Alors que tu as Lionel Messi pour lui filer les ballons. Sérieusement, on est où là? Bref, là, c'est ce pitch qui est une des personnes les plus gentilles sur Terre qui a réussi à me rendre fou uniquement avec cette phrase, mais il a raison, quoi. Les corners tirés à deux aussi, hein, bon, enfin bref, voilà. On nous dit que Omar a son mégaphone. Il arrive, vous inquiétez pas. Et non, il y avait autre chose, on nous dit ça fait 2 matchs qu'on prend un but similaire avec Marquinhos à la ramasse dans le gueule. J'avoue, j'ai pas retrouvé le but qu'on prend qui est similaire à celui d'hier. Vous l'avez, vous, en tête? Enfin, Le but similaire à celui d'hier, c'est le but de De Bruyne face à Ouais, avec City, en demi-finale aller au parc, il y a bah ouais, c'est un peu ça, 1 ouais. an, ouais. Mm. Un Des- des- ballon, un peu insidieux comme ça dans la surface et tout le monde se regarde et tu attaques pas vraiment et finalement le gardien est surpris. Ouais. Non, faut noter la qualité du centre d'Enzo Fernandez pour le coup, qui est vraiment. Tout n'a pas été beau dans son match, notamment ce tacle infâme qu'il fait sur Verratti, mais le centre, il est vraiment parfait, pile dans la bonne zone, la bonne trajectoire, voilà. On nous dit ça ressemble au but qu'on prend contre Rennes, qu'on met. Ah oui, le match à 13h où on était parti, on avait fait une pause à la station essence de Trappes. Extraordinaire ça aussi. On me demande est-ce que c'est pas les Aigles qui ont laissé le ballon en deuxième mi-temps? Ah non, pas du tout. Ah non, ils le voulaient le ballon et ils ont pas réussi à l'avoir. D'ailleurs, Benfica court 10 km de plus que le PSG, mais ils finissent épuisés littéralement. Et d'ailleurs, je pense que ça aura un impact. Enfin, je dévie un peu du thème du soir. Je pense que ça va avoir un impact sur le match retour parce que Benfica n'a pas vraiment d'avance en championnat, peut pas trop faire tourner. Il joue contre Rio Ave ce week-end, qui est une équipe de milieu de tableau. Mais il rejoue ensuite contre Paris dans 6 jours. C'est possible que ça tire un peu la langue du côté Benfica, parce que hier ils ont fini mais exténués. Exténués. Vraiment, je parlais avec un pote qui était sur place, il me disait mais à la fin ils ont joué au courage les 10 dernières minutes puisqu'ils les dominent pratiquement, mais tu voyais qu'ils en pouvaient plus de leur côté, quoi. Donc ça c'est à suivre. Autre chose, on me demande ce qu'on fout à l'entraînement, ce coup de pied arrêté depuis 3 ans. Bah, ça après chaque entraîneur, bon voilà, euh, à ses méthodes. Omar, je pense que tu ne partages pas tout à fait l'avis finalement très pas si négatif que ça de Mathieu qui a vu des bonnes choses. Je rejoins Mathieu sur le fait qu'on a effectivement su faire trouver de la place dans le dos des milieux de Benfica, mais après en revanche ça a été très mal exploité. Comment tu as ressenti ce Benfica PSG? Bon, alors là on a perdu Omar, ça y est. Je crois que visiblement SFR s'est vengé. Ça faisait longtemps. Bah il revient. Omar, ouh. Ouais, Ah, allô? c'est bon, excuse-nous. Tu es là, c'est bon, on t'entend. Ah, vrai. Déjà, pour déjà mettre au crédit de Mathieu, lui a revu le match. Donc moi, j'ai malheureusement pas pu cette fois-ci. Et du coup, je reste sur les sensations que j'ai eues lors de la fin de rencontre. Où globalement, je trouve que l'analyse est plutôt les caractéristiques de l'équipe de Benfica qui nous avaient été décrites notamment par Dan, à savoir une identité marquée une identité forte au pressing, mais plutôt contrôlée et des bons joueurs de ballon sur les côtés. Ça s'est vu assez rapidement et je trouve que les réponses, notamment offensives du PSG, ont, à mon sens, pas du tout été au niveau du niveau des équilibres que je pense qu'on est en capacité d'attendre de tels joueurs. Parce qu'il y a des grandes phases de maîtrise, en effet, où Paris a le pied sur le ballon parce que tu as les joueurs outillés techniquement, mais pour déséquilibrer, je trouve que ça manque encore un peu probablement de volume, de jeu sans ballon, de diversité dans les courses, et que il y a un niveau d'attaque que je trouve, et c'est très paradoxal ce que je vais dire, au final assez stéréotypé qui ne correspond pas du tout au but qu'on est capable de mettre. Notamment le but de Messi, qui est le seul du match d'ailleurs, mais qui a un but absolument extraordinaire.
de compréhension, de qualité technique et aussi de mouvement. Mais en fait, c'est un épisode trop isolé pour me dire que c'est quelque chose de régulier, en fait. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment très, très, très surpris sur ce match, c'est que en ayant des temps de possession aussi longs, des grands des grands moments de maîtrise, mais vraiment sur de très, très, très longues plages, au final, au milieu, pas tant de domination que ça, quoi. Et ça me heurte un petit peu plus parce que même si c'est un match où, au final, tu as pas subi énormément de tirs, par contre, quasiment tous cadrés, ça c'est quand même problématique à un moment. C'est la facilité qu'ont eu les joueurs de Benfica quand ils ont décidé d'aller au bout de leurs actions, de passer d'une phase de construction défensive à une attaque où nous, on était déséquilibrés, me heurte un petit peu, vraiment. Et s'ils avaient des offensifs dans un meilleur soir, et peut-être un Donnarumma un peu moins excellent, c'est un soir qui aurait pu te coûter cher en réalité. Parce que t'as pas totalement fait profit de tes grands temps de possession. Les occasions claires, et là-dessus, moi je rejoins ce qu'a dit Philo, de ton côté, elles sont pas si énormes. Mais paradoxalement, Benfica, en ayant peut-être un jeu plus optimisé devant, ils t'ont créé des situations de danger, mais vraiment assez nettes et assez claires. Sans un bon Donnarumma, très inspiré sur sa ligne, bah, à la mi-temps, il y a 2-1, il y a 3-1 et potentiellement, à mon sens, hein, en tout cas, hein, sur les sensations du moment, il y avait pas grand-chose à redire. Et de plus, je conclurai là-dessus, c'est vraiment le match et je répète, je suis sur des sensations, peut-être que j'étais pas dans mon meilleur état quand j'ai regardé le match. C'est le match qui m'a donné le plus la sensation que Galtier n'influait pas sur les événements. Il a pas été, à mon sens, proactif. Il y avait peut-être quelque chose à faire pour aller chercher le match parce que Benfica, sur la deuxième partie de la deuxième période, paraissait vraiment à bout, de ce qu'ils pouvaient physiquement parce Ils qu'ils étaient ont cuits, fait, hein. ils ont fait un match avec un volume athlétique mais absolument terrible. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire pour, aller chercher la décision et asseoir définitivement la qualification. Donc j'ai trouvé que dans la confrontation directe, Schmitt avait peut-être fait un meilleur match global que ce que nous, on avait pu faire. Donc, sensation un peu contrastée. Dans l'ensemble, c'est un bon match de football qu'on a vu, mais un PSG qui, je sais pas si on en a sous le pied, en tout cas, j'espère, mais c'est pas un match plein à mon sens parce qu'il manque, ça manque encore beaucoup de volume et de maestria offensive. Et c'est vraiment très paradoxal de dire ça quand tu as Messi dans cet état-là, quand tu as Neymar qui est plutôt dans une bonne période et que tu joues à Mbappé. Je trouve qu'offensivement, il y a pas de c'est pas encore assez marqué. Mmh. On nous dit, Pochettino, c'est Galtier, c'est Pochettino avec Neymar et Messi en forme. Bon, il y a quand même beaucoup de choses assez différentes dans les 2 approches et tout, il y a un truc tout bête, Pochettino, il faisait tourner toute son équipe autour de Mbappé, on peut pas vraiment dire que Galtier fait ça, pas un truc tout bête. On nous dit en coaching, s'il vous plaît, plus jamais Sarabia. Écoutez, il y a pas non plus 1000 choix sur le banc, c'est soit Sarabia, soit Ekitike, donc C'est là, ouais. Par contre, ce que tu disais, Omar, et je rebondis sur ta remarque, Philo, on touche un peu aux limites de l'effectif offensif, on va dire. Quand tu fais sortir Messi, parce qu'il est un peu fatigué, les 2 dernières actions de Messi dans le match, c'est des actions où il se rate techniquement, alors que globalement, ça a été peut-être le meilleur Parisien avec Verratti, je pense, sur l'ensemble du match. Je ne sais pas si vous partagez cette vision-là, mais tant qui? J'ai pas compris, excuse-moi. de Messi. Ah oui, oui, Et c'est vrai. globalement, il a fait enfin, je pense que ça a été le meilleur offensif côté parisien. Mais les 2 dernières actions, c'est des actions qu'il rate techniquement. Tu sens qu'il est un peu sur la fin en termes physiques. Et quand tu le fais sortir, bah, tu dois faire entrer un Sarabia qui, en cours de rencontre, a quand même rarement un impact vraiment déterminant. Je pense hormis au Bernabeu, lors de ce fameux match où on remonte un score en phase de poule sous Tourelle. Globalement, c'est pas un joueur qui fonctionne très bien dans ce type de Non, il configuration. s'est pas entré en Mm. jeu. C'est pas un joueur qui va apporter du punch ou ce genre de folie que tu aimerais avoir sur le banc. Donc c'est un peu. C'est Il a sûr que ça te frappé limite un peu. il a frappé excellemment le corner, quand il est entré d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont changé avec Neymar d'ailleurs.
Ouais, c'est Neymar Sarabia, qui devait le frapper. Au final, c'est Sarabia qui lui a pris le ballon du. bon, peut-être que Sarabia avait une qualité qu'on n'avait pas vue misérablement au premier poteau. Bon, c'est dommage d'avoir gâché un si bon ballon en fin de match, quoi. Après, vu ce qu'on s'avait donné jusque-là, on n'était plus à un corner mal tiré près, tu vois. C'est clair. Ouais, après, Ouais. on a l'habitude de laisser un moins bon tireur de pénalty que Neymar les frapper à sa place, donc pourquoi pas faire le corner aussi. Sarabia, il s'est dit attends, tu vas voir, j'ai un truc là, j'ai un truc. Bon, il a pas fait mieux que les autres, mais bon, je t'avoue que j'ai du mal à lui jeter la pierre parce que quand je vois le carnage que ça a été là, regardez cette belle photo de Pablito en train de nous tirer un corner. Bon, c'est pas. En fait, c'est un peu un non-événement, mais c'est vrai que moi, j'étais là, genre, mais pourquoi? Ou alors peut-être qu'il y avait une vraie volonté de les tirer sortants. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où Messi était allé les tirer sortants. J'ai l'impression que Neymar aussi en a tiré des sortants. Euh, Peut-être que c'était un truc que le staff avait repéré. Bon, alors il avait peut-être repéré, mais ça a pas très bien marché. Ça donnait l'impression de jouer avec un ballon en plastique, hein, à un certain moment, parce que c'était très 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 sortant pour le coup. Ouais, bon, c'est comme ça. Non, juste, Omar, tu disais tout à l'heure qu'on avait quand même concédé beaucoup d'occasions. Mathieu nous disait, attendez, on a concédé 8 tirs, on en a concédé 17 à la Leipzig l'an dernier. Sur les expected goals, Benfica, ils sont à 2,05 sur infogoal.net. Nous, on est à 0,86. Et ils ont des endroits de frappe qui sont franchement très très bien placés. Donc, tenez, je La vous frappe de Antonio Silva en première mi-temps sur un rebond de corner, on va dire. Ouais. Bah, c'est une frappe quasiment au portant, donc Ah oui, non mais. c'est une très très grosse occasion. Je pense en termes d'expected goals, elle doit bien faire 0,7 ou 0,8. Bah attends, là je les ai sous les yeux. Rafa à la fin à 80e, c'est 51, 52%. Il y en a une autre. Ah non, Time 80, je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ils foutent. Celle-là, Antonio Silva, 35%, tu vois. Donc c'est quand même déjà Ah pas ouais? mal, hein. Ok. Ouais, ouais, non. Après, tu sais, t'as plein de modèles et tout. Et au Hmm. contraire, le David Neres, la frappe, elle est seulement à 8% de probabilité, alors que le force Donnarumma a un arrêt absolument monstrueux, quoi. Donc ouais, vous avez un peu une indication avec les expected goals, faut pas forcément tout prendre comme ça, de but en blanc. Sur la partie défensive pure, toi Mathieu, tu trouves qu'on n'a pas été, enfin c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu trouves pas qu'on a été mis tant hors de position que ça? Non, c'est juste qu'on a concédé des occasions assez différentes entre elles, en fait. C'est pour ça D'accord. que tirer une conclusion Hmm. sur ce qui n'a pas marché, je trouve que c'est un peu compliqué. Globalement, le plan défensif était assez clair côté Galtier. Il n'y a pas eu une très forte pression haute de la part du PSG. On ne s'est pas trop risqué à ce genre de choses, de plan de jeu. Globalement, c'est plutôt mis sur un bloc médian en 5-3-2 pour le coup assez clair. Je pense l'un des plus clairs depuis l'arrivée de Galtier. Ouais. Je pense que c'était assez. Alors, Ils avaient forcément repéré la qualité de l'adversaire, donc de ce point de vue, il y avait une rigueur qui a été transmise aux joueurs. juste, Oui, ouais. ouais non, je voudrais ajouter quelque chose à ce point-là. Galtier expliquait en conférence de presse après le match que en fait, il avait choisi de jouer en 5-3-2 parce que Benfica met beaucoup de monde à l'intérieur. Et il disait si j'ai que Verratti et Vitinha au cœur du jeu quand ils attaquent, on va être en sous-nous. Benfica joue pratiquement à 4 joueurs à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'il disait je voulais Verratti devant la défense, Vitinha qui était donc plus ou moins relayeur droit, et Neymar qui faisait le relayeur gauche. D'où ce 5-3-2 qui se dessinait en phase défensive. Voilà. C'est un point qu'il a justifié en conférence de presse et de façon, pour le coup, très, très, très simple, très, très transparente et c'est toujours agréable. Donc, faut le remercier pour ça. Je t'en Ouais, prie, c'est reprends. clair. Non, mais c'est clair. Après, on peut débattre de ce que cela signifie, ce que cela implique pour Neymar, qui est un peu sacrifié dans cette optique-là. Est-ce que ça joue aussi sur sa lucidité au niveau des choix offensifs? À voir. Je pense que malgré tout, en deuxième période, il a fait notamment un début de deuxième période qui était d'un vrai bon niveau. Il a donné une vraie impulsion, mais peut-être que dans les derniers choix, quand le ballon arrive dans la surface, peut-être qu'il n'a pas été d'une lucidité toujours maximale, on va dire. Et après, sur le plan défensif, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est presque un excès sur le plan défensif qui lui vaut une perte de balle avec Vitinha sur la situation du but en case. Donc c'est un peu le paradoxe. Mais globalement, il a pour le coup bien respecté son rôle de la première on va dire la dernière minute de la première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, elle est plus disputée dans le camp du Benfica. Il y a moins de phases de défense placées à côté PSG. En première mi-temps, il a vraiment fait ce travail avec pas mal de rigueur. Euh, mais en termes de situation sur défense placée, on a été. La seule occasion qu'on concède vraiment, c'est la situation de David Neres.
Sinon, si tu prends les autres occasions de la première période, comme on disait tout à l'heure, c'est un ballon en profondeur d'Antonio Silva pour la première situation à la 7e minute, et ensuite le corner et le centre. Donc c'est des situations un peu différentes. Mais après, sans dire que le PSG a rien concédé, malgré tout, seulement 8 frappes à Benfica. Face à Turin, je pense que c'était presque 20 à Benfica, sur la pelouse du 28 Stadium. Tu vois quand même un certain écart, et je pense qu'il y a eu une focale, on va dire, pas mal d'insistance sur ce point-là, de ne pas vouloir trop concéder. Bon, malgré tout, tu fais des erreurs défensives. En deuxième période, la percée de Rafa Silva, tu te fais un pas peu normal. transpercer, ouais, c'est clair. Sur une contre-attaque, tu te fais transpercer. La situation doit être arrêtée avant qu'elle devienne une occasion. Donc oui, si tu veux, je ne tire pas un bilan positif de la performance défensive du PSG hier. Je dis qu'on n'a pas concédé trop de vagues sur défense placée. Et pour le coup, il y avait une certaine volonté de resserrer la vis à ce niveau-là, notamment par le rôle plus défensif, plus rigoureux qui a été attribué à Neymar. Ouais. Après, bon, ça a pas. Enfin, c'est pas cette partie-là qui a le plus mal marché, on va dire, quoi. Mais bon, il y a quand même des. Moi, ça me choque un peu à quel point, en fait, on prend la première mi-temps, j'ai beaucoup de mal à accepter qu'on prenne un bouillon de 20-25 minutes à peu près, où, en fait, ce qui est gênant, et j'arrive pas très bien à exprimer, je suis désolé, c'est on galère derrière à ressortir le ballon. De temps en temps, Verratti arrive, et à ce moment-là, on joue des sortes de transitions vers l'avant, ultra rapides, où, comme tu l'as dit, on n'en fait rien au final des ballons, hein. On les perd, enfin, ça nous a pas rapporté une seule occasion. Le but d'ailleurs, c'est une attaque placée où on repart du côté et tout. Et en fait, j'avais l'impression un peu d'une équipe qui sait pas ce qu'elle veut faire. Est-ce que tu veux mettre le pied sur le ballon, construire, faire courir pour justement user Benfica, ou est-ce que le but, bah, c'est prendre énormément de risques à la relance pour y parvenir une fois sur trois, pour arriver donc à ces fameuses 4 passes de Verratti qui transpercent tout le monde. Quel est ton plan? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Je trouve que, tu vois, Omar, tu as parlé de la lecture du match de Galtier, et je te rejoins, où bon, en coachant un peu plus, il y a peut-être moyen de faire basculer la rencontre un peu plus tôt, même s'il y a eu ces histoires de blessures et tout, qui étaient un peu, voilà. Mais sur la première période, j'ai vraiment l'impression d'une équipe qui sait pas ce qu'elle veut faire, quoi. Et ça me gêne peut-être encore plus. Oui, Mathieu? L'idée, non, je pense que c'était assez clair, c'était de vouloir repartir de derrière, le plus souvent possible, passer la pression du Benfica et ensuite jouer avec un peu plus d'espace pour développer nos attaques. Parce qu'une fois que tu avais passé la pression du Benfica, tu pouvais espérer avoir 30-40 mètres pour attaquer avec tes joueurs offensifs. On s'est retrouvé dans cette situation-là dans les 10 premières minutes, où Verratti transperce le pressing du Benfica quasiment à lui seul à plusieurs reprises, à 4 reprises sur les 10 premières minutes. Et derrière, c'est vrai que ça n'enclenche pas, il n'y a pas des très bons choix. Tu sens pas une énorme fraîcheur des uns et des autres. Et après, sur les situations, on a voulu plus poser le jeu et s'installer dans le camp adverse. C'est vrai qu'il y a eu encore quelques fautes techniques, on reviendra peut-être, mais Hakimi perd 2-3 fois la balle sur le côté, Ouais. sur des passes intérieures, un peu comme ce qu'il avait fait le week-end dernier. Mbappé pas du tout inspiré non plus, a buté plusieurs fois dans des tentatives de, de combinaison intérieure aussi. Donc on n'a pas été très bon pour passer de la phase de possession, on va dire, à la phase de déséquilibre. Ça, c'est évident. Mais sur la phase de possession en elle-même, le ballon, tu l'as sur la durée entière du match, pas seulement sur la deuxième période. La première aussi, c'est du 60-40 en termes de possession. Tiens, une remarque intéressante, je trouve, sur le live. Il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle tombe vraiment pile au bon moment. On dit, je pense que cette équipe a dans son ADN intégré l'idée que lors des temps faibles, elle accepte de subir. Peut-être par crainte, peut-être par choix. Je sais pas, Omar, ce que t'en penses un peu sur justement ce temps faible parisien. Moi, j'ai détesté la façon dont on a tenté de jouer, mais effectivement, Mathieu a pas tort quand il dit que on arrive à s'en sortir malgré tout. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ton Sur la côté? première période, Oui, 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 bah, sur la deuxième, on était au milieu du terrain, on avait la balle, on les faisait courir. Donc oui, plutôt première mi-temps, ouais, hein. je trouve que tu as quand même beaucoup de réussite, hein. Mm. Que, enfin, moi, les tirs autorisés aux 5,50 m, j'ai un peu, j'ai un peu du mal. Peut-être que j'ai des biais, mais je vois pas beaucoup de maîtrise là-dedans, surtout quand ils interviennent si tôt dans la rencontre. Je crois que c'est quasiment la première action où tu as une percée sur 30 mètres. J'ai vu un
un Joao Mario un peu trop rayonnant pour avoir souvent vu jouer ce jeune au football. Je l'ai trouvé bien trop fort hier pour une équipe qui était en maîtrise. J'ai un peu, je souscris pas trop à ça. Moi, j'ai vu deux trois choses, notamment, Ramos en difficulté. Dès qu'il y avait un peu de rythme en face de lui, et vraiment, je précise, j'ai pas revu le match et pour le coup, je vais le faire. Mais il y a deux trois choses, notamment dans l'axe du terrain, axe et axe droit, où il y avait des vraies fragilités. Et je trouve que Benfica a été autorisé à construire des actions proches du but trop facilement. Parce que on a chassé à contretemps, parce que j'ai trouvé Verratti aussi extrêmement seul, et probablement qu'on en parlera, puisque c'est pas normal en fait que Verratti doive autant s'employer, faire un match et de virtuose et de laboureur pour que Paris puisse construire offensivement et aussi tenir le coup défensivement. Ce match, et je ne veux pas déborder sur les cas individuels, vraiment, j'ai la sensation que c'était que sans Verratti, hier, tu perds. Pour moi, c'était clair et net qu'il a porté l'édifice plus que de raison à de nombreuses reprises. Ah bah, globalement, tu as Donnarumma et Verratti qui te tiennent la baraque pendant une mi-temps et voire plus. Hein. Voilà, après, c'est un peu dangereux de faire ce genre de raisonnement. Si tu mets Julian Weigl à la place de Enzo Fernandez, Benfica perd aussi. Hein. Bah, surtout qu'il est plus là-bas, donc il risque. Non, mais voilà, mais vous comprenez vous comprenez ce que je veux dire. Ah, mais Verratti en match de reprise, même si on sait qu'en match de reprise, enfin, ça n'a pas d'impact sur lui. Je trouve que, enfin, il a quand même dû déployer des trésors de créativité, notamment pour résister à la pression qui avait été mise en début de match. Et on n'a pas tout su au même moment le tempo de la rencontre que lui a pu avoir. C'était plutôt ça mon point. Après, bien sûr, tu retires Verratti de n'importe quelle équipe, elle se retrouve plus en difficulté. Et c'est pas nous, 10 ans plus tard, qui allons dire l'inverse. Non. Vu le nombre de fois où on a prié pour qu'il soit de retour à temps, on va pas dire le contraire, c'est sûr. Sur les difficultés, en fait, si je comprends bien, Mathieu, tu te positionnes d'un côté où, dans le sens, enfin, il y a un côté, il y a eu tellement de faillites individuelles qu'on peut pas en retirer grand-chose collectivement, si je comprends bien. Un peu de ton. Non. En fait, je dis qu'il n'y a aucune phase qui a coulé complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu D'accord. des bonnes choses et des mauvaises choses dans à peu près toutes les phases. C'est en ça que mon analyse est un peu Ouais, contrastée. Et au final, on on fait fait un un match match très on fait un incomplet, match quoi. nul. On fait un match pour un match nul, en fait. C'est-à-dire que ça vaut pas, ça vaudrait au mieux une victoire un peu soufferte sur la fin. Mais dans l'immense majorité des cas, ça te vaut un match nul et c'est ce qui s'est passé hier. Quoi. Mm. C'est-à-dire t'as pas concédé une avalanche d'occasions, mais tu as concédé quand même suffisamment d'occasions pour te dire que tu dois progresser dans ces domaines. À la relance, tu n'as pas rendu tous tes ballons, mais tu as quand même été parfois en difficulté pour te dire que là aussi, tu as des choses à régler, notamment sur le plan, certains plans individuels. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent faire mieux. Sur le plan de ta possession, oui, tu as eu la maîtrise, etc., mais tu n'as pas assez créé de déséquilibre. Donc voilà, tu es un peu un match nul. Quoi. C'est le verre un peu à moitié vide, à moitié plein en fonction Non, des situations et des phases. Je le Ouais, vois un peu comme ça, le match d'hier. d'accord. Moi, c'est marrant, c'est que la première mi-temps, j'étais vraiment très déçu. La deuxième est bonne, globalement, je trouve. Bon, tu concèdes cette grosse occasion de Rafa Silva qui te remonte un demi-terrain, mais bon, enfin, je veux pas être méchant, mais on le savait que Ramos, il était cramé athlétiquement et qu'il peut pas encaisser certaines actions. Bon, après, il arrive lancé, Marquinhos, c'est pas génial. Mais bon, ça fait une action en 45 minutes en jouant à l'extérieur, tu peux accepter ça. Euh, la première mi-temps, à quel point certains se sont cachés, et je trouve qu'il y a eu des dysfonctionnements dans les mécanismes qu'on tente de mettre en place, quoi. Et ça me gêne un peu plus. Quand je vois les erreurs de relance de Ramos qui sont sur des passes qui se retrouvent à faire alors qu'ils devraient même pas avoir à les faire, ça me fait un peu tiquer quand même. Le côté droit hier, Ramos, Hakimi, Vitinha, pendant les 20 premières minutes, c'est le triangle des Bermudes alors que tu es censé avoir 3 joueurs qui jouent ensemble depuis le début de la saison. Hier soir, je regrette, il y a des moments où tu te demandes s'ils avaient déjà joué ensemble, quoi. Ramos qui trouvait pas, qui faisait n'importe quoi avec le ballon alors que c'est quand même sa qualité numéro 1 depuis qu'il est arrivé, parce qu'on a vu que défensivement c'était plus le Ramos du milieu des années 2010.
Hakimi qui évidemment fait pas un mauvais match défensif pour le coup, mais fait pas trop un bon match offensivement, même si au moins il se retrouve en position de frappant en deuxième mi-temps. Et Vitinha qui est complètement sous l'eau encore une fois sur un temps fort adverse. Comme tu dis Omar, heureusement que tu as Verratti, mais moi si tu as trois joueurs sur la même partie du terrain qui se retrouvent autant en difficulté, je pense qu'à ce moment-là, c'est pas forcément un hasard, c'est peut-être plus que il y a quelque chose qui est pas bon dans la mise en place, ou il y a quelque chose qui a été mal lu, ou autre, mais je trouve pas ça normal. Après, il faut quand même saluer aussi le très bon travail de Benfica, la façon qu'ils avaient d'isoler nos deux pistons, parce que Nuno Mendes a eu beaucoup de difficultés aussi sur l'autre aile. Euh, c'est quand même, voilà, on me dit, on subit 20 minutes à l'extérieur et face à une très bonne équipe. Je suis d'accord, on subit 20 minutes, mais on subit vraiment beaucoup. Et comme dit Mathieu, tu concèdes quand même pas mal d'occasions sur des phases de jeu différentes, ce qui veut dire que tu as quand même pas mal de lacunes. Et si je peux me permettre, ce n'était que Benfica, malgré l'excellence de leur début de saison. C'était Joao Mario, Rafa Silva, Gonzalo Ramos et David Neres, dont personne ne voulait il y a encore 2 ans. Quoi. Donc, je suis pas très très rassuré par la performance. Et moi, au contraire, je m'interroge vraiment sur la viabilité de la structure défensive qu'on avait déjà vue en dedans sur d'autres matchs et qui me paraît pas du tout être adapté. Je pense notamment à la relance de Ramos et de Danilo qui hier se retrouvent à jouer un peu à contre-emploi. Quoi. C'est Sur le côté droit, on peut rebondir là-dessus parce que Galtier en avait parlé en conférence d'avant-match, notamment du fait, c'est un problème qu'il avait identifié et je pense que ça se voit assez nettement sur les matchs qu'on peut jouer. Le fait que Hakimi n'ait pas vraiment de relais à l'intérieur, Ah bah ouais. qu'il se retrouve un peu isolé. Et après, Hakimi, je pense qu'il doit quand même faire mieux sur certaines phases. On sait que c'est pas le joueur le plus créatif quand il doit partir arrêter. Il n'a pas la capacité de Nuno Mendes à. Je sais pas s'il n'a pas la capacité, mais en tout cas, il le fait pas. Il n'a pas la même faculté à créer des différences quand il a arrêté et se sortir techniquement de situations où il peut être un peu enfermé. Mais malgré tout, je pense que il peut quand même mieux faire sur certaines situations. Il rentre trop facilement le ballon sur des passes vers l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce problème un peu systémique dont a parlé Galtier, c'est-à-dire qu'il y a quand même rarement de partenaires à l'intérieur sur lesquels il peut s'appuyer et qu'il peut trouver. Vitinha est plus un rôle sans ballon, on va dire, du joueur qui va équilibrer et qui va se projeter. Et Messi est un peu attiré aussi par le côté gauche. Et ce qui peut se passer dans son association avec Mbappé et Neymar. Donc c'est vrai que ça a tendance un peu à isoler Hakimi. Malgré tout, se retrouve avec 2 occasions importantes, mais sur des occasions qui se partent aussi du côté gauche, au moins pour l'une d'entre elles. Donc c'est sûr qu'il y a des progrès à faire à ce niveau-là, et des progrès à faire aussi même côté gauche dans ton expression offensive. Je pense que ça tourne un peu à la cacophonie ce qui se passe entre Neymar, Mbappé et Nuno Mendes un peu. Il y a des zones qui sont pour le coup superposées sur certaines phases et on perd un peu de densité dans la surface et de capacité vraiment à menacer la défense adverse avec des joueurs qui vont un peu dézoner tous en même temps. Donc il y a des choses à améliorer, un peu à recadrer. Mais côté droit, je pense que c'est quelque chose qu'on voit depuis un peu le début de saison. On a du mal à l'animer collectivement et on a déjà fait le constat que ce qui se passe offensivement côté PSG, ça naît et ça se crée côté gauche. Ouais, mais moi, ce que ça me gêne un peu, c'est que ça fait quand même 3 mois qu'on travaille la défense à 3, les mêmes défenseurs centraux, les mêmes pistons, les mêmes joueurs. Et sur certains matchs, t'as l'impression que il n'y a pas d'automatisme. Alors, je comprends très bien l'idée de continuité qu'il a voulu donner en début d'année, mais la continuité, c'est aussi pour que ça serve dans ces moments-là, quoi. Et là, j'avoue que, bon, je suis un peu perplexe, mais bon, c'est comme ça. Après, on me dit que ce système à 5 défenseurs qui est bancal. Non, il y a des faillites individuelles, c'est pas une question de système. Quand Ramos il fait une passe ou qu'il a 2 doigts de finir dans son propre but parce qu'il fait n'importe quoi, c'est pas une question de système. C'est qu'une question que le mec il fait pas un bon match, c'est tout. Comme tu as dit Mathieu, c'est pas le système qui fait que tu concèdes des occasions très différentes, c'est que tu as des erreurs individuelles, t'as des erreurs de relance notamment. Enfin, je le redis, mais regardez ce qu'on fait sur le but de Benfica au départ, où il y a Neymar qui vient défendre devant la surface, qui reprend le ballon et qui tente de repartir en dribble avec Vitinha qui lui met une saucisse au passage. Enfin,
à ce moment-là, tu respectes pas vraiment le jeu, quoi. Au bout d'un moment, tu Tu perds 2 peux fois la balle sur l'action du but, mais tu as c'est la ré frappe, tu as Vitinha pour Neymar et voilà. tu as ensuite Ramos, enfin avant même, c'est Ramos qui, non après, c'est Ramos qui rate sa passe en retrait, il fait une, enfin c'est une passe à 2 mètres qu'il rate, c'est une remise et Mmh. qui est interceptée. Ensuite, ça déroule l'action. On me dit, tiens, et je suis d'accord, l'animation côté droit, c'est aussi un feeling. Le début de match d'Achraf n'incite pas forcément l'équipe à s'orienter sur le côté droit. Le problème, c'est que Benfica nous oriente vers ce côté droit, et que ce côté droit, il est impossible, il est inapte quelque part à répondre. Donc peut-être que enfin, c'est quand même trois bons joueurs, Ramos, Vitinha et Hakimi. On leur demande pas de faire enfin, vous vous rendez compte ce que Verratti est capable de faire au milieu de 4 mecs? Est-ce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire en étant à 3 contre 3? Bon, il y a un problème au bout d'un moment, je trouve. Je sais pas, Omar, si tu as des choses à redire sur un peu ce que enfin, tu as pas trop aimé le match de Galtier sur son banc dans la lecture, je pense sur la deuxième mi-temps surtout, mais sur la première, t'as pas l'impression d'une structure un peu déficiente quand même par moment? Oui, oui, moi, c'est ce que je te disais. J'ai trouvé que Schmitt avait pris le dessus, au moins sur le premier tiers du terrain, c'est-à-dire en phase d'attaque sur lui et dans notre phase défensive, parce que ben, déjà, tu freinais pas vraiment la progression adverse. Après, je dis pas que c'est le fil rouge du match et que tu as été acculé, parce qu'on a déjà vécu des matchs de Ligue des Champions acculés, et dans cela, tu subis 30 tirs, tu vois. Ouais, C'est pas ce qui s'est passé, et on l'a déjà vu, mais par contre, enfin, je trouve que les progressions de Benfica, la façon qu'ils ont eu de construire les actions au milieu à 3 pour trouver les joueurs de côté lancés, les percussions offensives de leurs attaquants qui ont joué beaucoup de duels à 1 contre 1, ça ressemblait à quelque chose de préparé, je pense en plus de leurs inspirations. Et là-dessus, ils ont à mon sens un peu pris le dessus et il n'y a pas vraiment eu de correction. Le but de Paris, il tombe du ciel. vraiment au meilleur moment possible parce que tu as tellement rien fait que tu prends, que tu as un exploit des trois de devant qui te tombe du ciel pour reprendre ce que tu as dit. Hmm. Ouais. On dit une seule fois on a subi 30 tirs, on a gagné 3-1. Non, non, je pense que Omar il parle plutôt du match au Real où on avait subi 26 tirs, je sais plus, où Keylor Navas se fait un match historique à l'époque. C'était plutôt ce jour-là où une personne là, en a parlé dans le live comme quoi on avait été aussi mauvais qu'à Madrid. Non, non, revoyez cette mi-temps à Madrid, je vous assure qu'on avait été 1000 fois pire encore. Et même si tu veux comparer à Leipzig l'an dernier, Ouais. le Leipzig PSG, c'était 17 frappes à 7 pour Leipzig. Mm. Et ça est fini 2-2. C'était l'effectivité côté Pochettino l'an dernier. Et puis bah, Gigio qui avait été très bon déjà à l'époque. Ouais, bien sûr. Mais bon. Sur l'aspect. Danilo Oui. avait déjà eu des problèmes aussi ce jour-là. Ouh là oui, il avait pas Il été avait, bon l'ami Dani. Oui. il avait vécu une partie difficile, ce jeune. Et, oui. Et à l'époque, le sauveur avait été Wijnaldum, comme on me le rappelle sur le live, comme quoi tout arrive. Parce qu'il n'y a pas souvent des matchs où on a dit que le sauveur était Wijnaldum. Sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match, sur la deuxième mi-temps, sur la façon que le PSG a eu d'attaquer, de défendre il y a quand même pas eu que du négatif, non? On nous dit 2 occasions nettes plus le but. Oh. Non, je trouve la façon que le PSG a eu de récupérer le ballon en seconde mi-temps est vraiment très bonne. On a joué haut sur le terrain. On a très très bien. Alors on fait 3 pertes de balles. Il y en a 2 de Vitinha, une de Verratti qui sont un peu rattrapées comme on peut. Il y a Danilo qui en sauve une. Il y a l'occasion de Rafa Silva et après il y en a une autre où je sais plus comment on se récupère. Mais globalement, la récupération du ballon en deuxième mi-temps, la hauteur du bloc et tout, c'était pas mal. Après, j'avoue que c'était pas très très juste dans les 30 derniers mètres. Devant, bon, Mbappé a franchement pas fait un bon match, hein, malgré son implication sur le but et sa belle frappe de loin. Neymar fait un match un peu particulier, beaucoup de générosité, mais au final, est-ce qu'il a joué très juste? Je sais pas trop. Messi est le plus juste des trois, mais à part son but, il s'est un peu loupé dans le dernier geste au moment de frapper. Bon. Offensivement, je trouve on fait pas un match très très bon. Euh, mais dans la deuxième mi-temps, dans l'utilisation du ballon, vraiment au milieu du terrain, là où on s'était un peu fié, on n'arrivait même pas à arriver jusque-là en première mi-temps, donc on va pas faire semblant. Mais
En deuxième mi-temps, c'était quand même pas trop mal sur le terrain d'une équipe qui est forte quand même. Oui, Mathieu? Non, Vitinha illustre bien ça, parce qu'en début de deuxième période, il fait Mm. 2 ou 3 récupérations dans les pieds assez haut sur le terrain, alors qu'en première mi-temps, il était beaucoup plus en difficulté. Bah, je trouve que Vitinha résume le match du PSG, hein. Pour moi, c'est le joueur qui résume les temps forts en fait du PSG comme personne sur la pelouse, hein. Début de match où il est nulle part, ensuite il revient bien, il recoule un peu avant la mi-temps, on sait pas où il est, et deuxième mi-temps il est bon, voire très bon, mais ça suffit pas forcément pour arracher la victoire. Et il sort en fin de match pour Ruiz, qui d'ailleurs envoie une cacahuète sur le corner. J'aurais aimé qu'elle finisse au fond celle-là, parce que quelle frappe Ah, mais mes il y amis. a Ruiz, il y a cette frappe-là, mais il y a aussi une passe magnifique qu'il trouve pour Mbappé. Et Mbappé, le contrôle, il part à 2 mètres. C'est l'entrée de la surface, je sais pas si vous l'avez visualisé. Ouais, je vois très bien. Un peu une passe un peu diagonale comme ça, claquée au sol. Et, euh, et Mbappé qui rate complètement le contrôle. Ouais. Non, tiens, c'est vrai que sur la on nous dit est-ce que vous avez parlé de la séquence de possession qu'on fait vers la 25e minute? Ah ouais, extraordinaire. Mais bon, au final, on en a parlé parce que t'en fais rien. T'as pas une frappe à l'arrivée, je crois. Je me demande si c'est pas la. C'est pas cette situation. Enfin, c'est à ce moment-là que Vitinha tente sa frappe un peu pas terrible. Dans les gants du gardien. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon. Faudra parler des frappes de Vitinha un jour. C'est vrai que. Ouais. Écoute, ne le décourage pas tout de suite, laisse-lui encore un peu d'espoir. Mais c'est vrai que le pauvre, il est pas. Après, on lui a pas vendu une réputation de frappeur de loin comme Cabaye à l'époque Ou un Paredes. certain Argentin. Voilà. Il y en a un qui se cache, mais bon. Est-ce que ce sont des frappes diplomatiques? Ah bah là, démagogiques plutôt. C'est vraiment pour mettre des stats, hein, mais bon. Euh, J'ai on a- frappe cadrée, hein, ça compte dans les stats à la fin. Ah là là. Il paraît qu'un certain avocat a osé dire que Rémi, qui nous avait présenté Vitinha, avait dit qu'il avait une bonne frappe. Je me souviens pas qu'il avait dit ça, mais peut-être, écoutez, je ne sais pas. Euh, on passe au perf individuel, je pense, surtout je pense que c'est peut-être plus un match de perf individuel au final d'instant collectif ou d'animation collective. On va peut-être commencer par celui qui a probablement été le meilleur parisien hors Verratti, Donnarumma. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas encore dit depuis hier sur le très très grand match de Gigio? Mathieu ou Omar, rassurant enfin peut-être de le voir être en mesure de faire ce genre de rencontre, non? Ouais, Mathieu. Rassurant si tu as déjà douté de lui, mais enfin, je Attends, pense pas que. non, juste attends, j'ai oublié de faire avant la transition, je te lance. Merci au styliste du son, à PSG Galsen, Redfish et Space Monkey 978 pour les subs. Surtout qu'il y en a un qui est parti entre temps du live, donc merci à toi. Ouais, rassurant si tu as douté de lui, bah. J'ai pas douté de lui, je pense toujours que c'était le choix de l'avenir, mais c'est vrai que c'est bien de le voir faire un match comme ça où il n'y a rien à redire, où il n'y a pas à manger à son insu, quoi. Non, c'est sûr. Après, je pense sur sa ligne, il a rarement été en faute ou trouvé en défaut depuis qu'il est au PSG. C'est plus les critiques, elles sont plus sur son jeu au pied, j'ai l'impression, et sur ses sorties à la rigueur, hein, depuis qu'il est ici, mais sur sa ligne, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire et il a encore fait un match très très solide à ce niveau-là. Un peu ce qu'il avait fait sur la lancée de sa trêve internationale avec l'Italie, d'ailleurs, qui avait été remarqué sur certaines situations. Ouais. Mais après, je trouve qu'il y a bon, sur sa ligne, tu le dis, il fait enfin, un gros match. Là, moi, franchement, l'arrêt sur David Neres, il est Neres, très fort. Ouais. il est extraordinaire. Parce que la balle est Il déviée. la voit dedans. Ah, moi aussi, j'étais déjà en train de me dire non! Et il la sort et tout. Mais je trouve que dans son jeu au pied, il y a plus de maturité. Parce que ça fait déjà 2, 3, 4 semaines que je trouve, ou 2, 3, 4 matchs plutôt, quand il voit qu'il va être un peu juste, il arrête de vouloir tenter l'impossible, il met en touche, ou il allonge, enfin, entre guillemets, il rend le ballon, mais tant pis. Vaut mieux le ballon rendu que le ballon perdu, quoi. Enfin, en tout cas, dans le jeu, tout de suite, à cet instant-là. Et depuis ça, alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, il a pas de jeu au pied, tout ça. Revoyez les matchs de Keylor Navas, vous verrez qu'il a encore moins de pieds, hein, donc faut pas non plus. Mais ça commence à ressembler à un gardien qui est bien installé et qui est bien dans son rôle aussi, tout simplement, quoi. Donc, évidemment, que du bonheur. On nous dit Zanti Donnarumma qui boude. Oh, écoutez, ça, les j'aime pas. Chacun voit midi à sa porte, ça fait partie du jeu aussi, mais bon. Moi, je me réjouis, peut-être pas de le voir autant sollicité, mais de le voir aussi propre. J'imagine que toi aussi, Omar,
tu étais ravi de voir Gigio sortir une performance aussi intéressante, malgré le fait que moins on voit un gardien, mieux c'est en général, quoi. Ouais, ben, énorme match pour maintenir Paris en tout cas à flot au niveau du score, parce que c'est des parades qui sont très différentes, qui sont difficiles à faire, sur des frappes qui étaient de qualité. C'est vrai que celle de Neres qui va chercher main opposée, c'est vraiment un arrêt d'immense qualité. Moi, j'ai jamais trouvé, pour en revenir à la partie au pied, que c'était un joueur si fragile que ça, même s'il y a une loupe et un biais grossissant autour de ce qui s'est passé à Madrid. J'ai toujours trouvé plutôt fiable avec les pieds, avec une capacité à mine de rien construire ce que tu veux faire à la relance de derrière. Effectivement, il a une certaine nonchalance au moment où il s'apprête à jouer au pied, mais qui est due aussi à son immense envergure. Mais je trouve pas qu'il soit. Enfin, je trouve il est très sous-évalué, en tout cas dans sa capacité à jouer au pied. C'est certainement pas Ederson, et je pense que vaut mieux qu'il soit pas Ederson, parce qu'avec Ederson hier, on Ah, n'aurait pas gagné. on Mais aurait probablement perdu même. ouais, voilà, enfin, passons. Mais globalement, dans l'ensemble, c'est toutes les séquences que Paris tente de faire sur sa ligne de but qui foutent la frousse. C'est pas que les pieds de Donnarumma. En tout cas, dans la façon dont je le ressens et comment je le vois, c'est plutôt ça. Et effectivement, très très grande rencontre. En plus, dans un match de Coupe d'Europe, c'est jamais anodin. Et maintenant, je trouve que c'est clairement un match comme ça qui t'installe. Et qui va pas faire qu'à la moindre frayeur, on va se dire ah mais il y a Keylor Navas, ne ferait-il pas mieux? Au moins, on s'arrête ce débat-là qui parasite aussi la confiance du joueur. Ouais. Tiens, on nous dit sur live, est-ce que, étant donné que la faiblesse de l'équipe à défendre sur les centres est avérée, pourquoi ne pas pousser Donnarumma à jouer plus haut et à anticiper les centres? Hier, le centre qui amène le but, c'est typiquement une situation où il peut sortir. Je sais pas, Mathieu ou Omar, si vous voulez répondre. Il est pas très Pour bon moi, sur sur les le sorties centre, aériennes. ouais, déjà, il y a ça. Mm. En plus, sur le centre, pour moi, c'est impossible qu'il sorte. C'est trop lent. Bon, voilà. Et puis au milieu de deux coéquipiers plus un autre joueur, à voir. Mm. On peut toujours penser que c'est possible, mais je suis plutôt sur ton avis, Omar. Non, mais voilà, bon, écoutez, vous avez une idée de réponse. Et je pense que le PSG a bien compris que c'était un joueur qui était plus à l'aise sur sa ligne qu'à aller se balader, quoi. C'est pas. Enfin, physiquement, il est immense, ça c'est sûr, mais il est pas il aura jamais la capacité de certains joueurs à jouer très loin de leur but avec une immense aisance. Voilà, Manuel Neuer, il est capable de jouer pratiquement dans son arc de cercle sans problème. Donnarumma, il saura jamais. C'est pas son jeu, c'est pas sa formation, c'est pas ce qu'il est, tout Ouais, ça. c'est plutôt une question de lecture. C'est pas comme Oui, si c'était un gardien, c'est pas Jérémy Janot, tu vois. Il fait pas. Quand tu fais 1m70 et que tu veux sortir, ouais, et que t'es forcément un tu peu sors la canne à limité. pêche. C'est un peu compliqué pour toi. Mais là, c'est plus vraiment une question de lecture des trajectoires. Et là, il est vraiment déficient à ce niveau-là. Donc, à voir dans quelle mesure ça peut se travailler. C'est vrai que c'est un axe de progression qui revient beaucoup chez lui et depuis assez longtemps. Ouais. Bon, on a fait le tour sur Didio, on lui souhaite surtout de continuer. Là, match à Reims samedi, c'est typiquement le match Bourbier de championnat où il doit pouvoir te faire les arrêts qu'il faut pour que tu repartes avec les 3 points, quoi. On va faire attention. On nous dit attention à ce que la sortie ne soit pas kamikaze comme un gardien qui officie à Lyon. Oui, oui, il y a des gardiens à Lyon qui sortent, mais bon, il vaut mieux ranger les enfants ce jour-là, parce que c'est dangereux. Sur les 3 de derrière, vous voulez commencer par lequel? Parce que je pense qu'il faut parler des 3, hein. Il y a pas eu beaucoup de positifs, mais bon, on commence par le bel Andalou qui est plus très frais, par la montagne du Douro ou par le mari de Carole Cabrino? On va commencer par le bel Andalou qui est plus très frais, malheureusement pour lui. Euh, que penser de ce match de Sergio Ramos? Moi, j'avoue que l'action de Rafa Silva, oh, entre la première mi-temps où, oh là là, oh la relance, oh là là, vous pouvez insérer le gif de Thierry Henry avec les, les essais de Djorkaeff là, oh là là, c'est terrible, il n'y avait pas grand chose qui allait. Euh, Paradoxalement, le but vient de lui. Oui, Important. bah, Enfin, le toutes les but 10 conneries, t'as d'ouverture un du truc score. bien, oui. Ouais, c'est bien. C'est lui qui récupère la balle assez haut sur le terrain.
le but du PSG et ensuite ça enclenche avec la combinaison. Mais oui, sur le reste du match, c'est vrai qu'il a été en difficulté. L'action du but, de l'un partout, je ne sais pas si elle résume son match parce que là, il n'y a pas non plus tellement de situations où il est à la ramasse, mais c'est qu'il est un peu perdu sur cette situation. Globalement, tout le monde l'est, hein, côté PSG. Mmh. Il n'y a pas grand-chose à Ah non, repêcher ou à sauver sur l'occasion du but. sérieusement, hein, Tous les joueurs font n'importe quoi. bien sûr, mais Ouais. tu as 6 joueurs qui sont en faute pratiquement sur le but, je pense. Entre, Neymar qui perd le ballon, Vitinha qui fait n'importe quoi, Ramos qui est pas bon, Hakimi qui sort pas, Marquinhos qui est pas terrible au duel, Danilo qui la met au fond, Donnarumma qui subit un peu. Tu peux mettre le but à plein de monde, donc c'est pas ça. Moi, c'est plus vraiment les problèmes dans l'utilisation du ballon. J'ai jamais vu Sergio Ramos être un problème pour son équipe avec le ballon. Oui, Pitch, je vais la poser ta question, je l'ai vu mon grand. On nous demande pourquoi Galtier n'a pas permuté Ramos et Danilo. Je peux vous le dire pourquoi. Parce qu'ils travaillent sur le même système depuis le début de la saison où Ramos est axe droit, parce qu'il a été installé là, parce qu'au départ il pensait avoir Kimpembe, Marquinhos, Skriniar. Skriniar n'est pas venu, mais Ramos a conservé sa place dans le 11 de départ et donc aujourd'hui il continue avec le système qui a été le plus travaillé depuis le début de la saison. Voilà pourquoi c'est ça. Pourquoi Ramos s'est retrouvé à jouer axe gauche l'autre jour, parce que Mukiele, il a encore moins de repères que lui et donc il a préféré décaler Ramos plutôt que Mukiele. Voilà. Je rajouterais aussi une considération linguistique. D'un côté Ramos Hakimi et de l'autre Danilo Mendes. Voilà. Et les repères, ça peut être utile. Exactement. On nous dit qu'il faut espérer Skriniar en janvier. Faut peut-être, avant d'espérer des transferts, il faut peut-être aussi que les joueurs individuellement se remettent au niveau parce que tu peux pas. Enfin, on me dit effectivement, Rafa Silva est un joueur qui va très vite, qui a du punch. Je regrette. Au départ de l'action, Ramos il prend 5 mètres en 5 mètres. Hein. Enfin, on parle pas de Mbappé non plus, hein, c'est que Rafa Silva si je peux me permettre. Donc voilà, et puis moi j'avoue que je comprends pas comment tu peux avoir des fautes pareilles avec le ballon dans les pieds. Comment, à ce moment-là, pourquoi tu le laisses faire ça même, quoi? Et je comprends pas en fait où Galtier veut en venir avec cette histoire. Parce que c'est pas non plus lui rendre service, à part le mettre en difficulté et lui faire tirer. J'ai un peu peur qu'il surcompense physiquement à vouloir faire des trucs qu'il est plus en mesure de faire et que ça se retombe complètement contre lui, quoi. Enfin, oui, Mathieu? Et par contre, sur la question de droite ou gauche, l'action qu'il prend sur Rafa Silva, il peut très bien la prendre s'il joue axe gauche. Hein. Il suffit Oui. juste que le ballon soit un peu décalé. Il n'y a pas de raison que ça lui arrive que d'un côté. Donc, après, c'est plus une question de savoir si Ramos peut encore tenir une défense haute à son âge, etc. Mm. Après, tu reviens aussi sur les discussions qu'on avait eues sur savoir est-ce que Ramos doit repasser dans l'axe et Marquinhos à droite. J'ai le souvenir d'une action pour un mi-temps. Ça part dans le dos, il me semble, de Ramos, et c'est Marquinhos qui vient faire la couverture Ouais, exactement. en vitesse. Ramos, je pense pas qu'il puisse la faire, celle-là. Ou alors, il Non. arrive un peu en retard. Donc, Mais regarde, la première action du match, la première occasion de Benfica, c'est Rafa Silva, tu sais, le grand ballon. Ramos, c'est lui qui s'aligne mal Marquinhos, au c'est vrai. départ. Mais si c'est pas Marquinhos qui court, Rafa Silva, il a toute la surface pour aligner Donnarumma. Et là, tout Donnarumma qu'il a, il y a but. Hein. Donc, bon, voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Effectivement, l'argument de Galtier sur la vitesse, t'es obligé un peu de l'entendre. Et moi, j'avoue que j'étais pas du tout convaincu. Sur le match d'hier, même si de Marquinhos est insupportable à refuser le duel ou à se faire dominer, ou bon voilà, l'argument de la vitesse, il a du sens hier. Après, certaines actions où je vois le pauvre Danilo se faire prendre dans son dos parce qu'il a du mal à se retourner, sur des lectures de jeu, du jeu un peu rapide, l'action de David Neres notamment, où Danilo est pris dans son dos, je suis sûr que Ramos il se fait pas prendre comme ça, parce qu'il a tous ses repères, parce qu'il lit quand même extrêmement bien les situations. Ramos, il avait fini quand même au sol face à la casette Ouais, ouais, je sais. il y a 15 jours. Ouais. Non, c'est compliqué. Sur les extérieurs, en théorie, tu aurais besoin aussi de joueurs rapides. Hein. C'est pas une option quand tu es défenseur au PSG et défenseur d'une équipe un peu dominante. En théorie, il faut avoir un peu de vivacité, quoi. Mm. Non, on nous dit c'est pas un con. Si c'est pas un contre, il faut sur une défense à 3, il faut au moins deux rapides. Aujourd'hui, le PSG joue avec un rapide et deux très lents quand même. Enfin, au démarrage, Danilo est pas lent une fois lancé. Et il est moins lent que ce qu'il peut donner l'impression visuelle. Mais en revanche, ouais, tu joues quand même avec. Tu as des problèmes de vitesse. Et hier, Benfica n'est pas non plus une équipe qui joue. Enfin, c'est pas. Il y a des équipes avec des ailiers beaucoup plus rapides que Benfica. Hein. Tu
tu joues Moussa Diaby, je peux te dire que Ramos, il prend un demi-terrain à l'accélération, hein. Enfin, c'est comme ça, faut dire la vérité. Ou je dis Ramos, mais je pourrais dire pareil de Danilo de l'autre côté. Je sais pas, Omar, ce que tu penses de ton côté un peu de ces soucis de positionnement, de vitesse, de manque athlétique, tout ça. Qu'est-ce que tu... Sincèrement, je ne saurais pas quoi dire. Il y a autant ça m'inquiète que ça m'attriste en réalité. J'aime pas voir Ramos en difficulté. Je trouve on lui demande un rôle tellement compliqué à ce moment-là de sa carrière que ben, c'est normal qu'il soit en difficulté face à des joueurs véloces. C'est normal qu'il ait du mal à couvrir des très grands espaces quand il faut fermer l'accès à un côté d'une équipe où tu n'as pas un milieu très protecteur. Ben, on va en voir d'autres, des moments où Ramos va être mis sur les fesses parce qu'en plus, les adversaires veulent aussi se payer Sergio Ramos, quoi. Ça fait, il doit y avoir aussi un petit peu ça. Donc, au final, j'ai presque envie de te dire, et ça prendra peut-être le contre-pied, que c'est moins pire que ce que j'aurais pensé. Ah ouais, à ce point-là. Ben, il en a combien de rencontres consécutives? Lui, il a pas la sortie diplomatique à chaque fois. C'est, Attends, je vais te dire combien c'est, de matchs il a joué si tu veux. Il en est à 13 matchs cette saison. 1075 minutes, oui, donc il est déjà au-dessus. En Ligue 1, seulement en Ligue 1, il a déjà joué plus que l'année dernière sur toute la saison, toute compétition confondue, quand on le faisait jouer en Coupe de France contre des amateurs pour le remettre à un niveau tranquillement, quoi. ouais, il va falloir voir, hein. S'il fait pas la Coupe du Monde, je pense que la trêve lui fera peut-être du bien ou finira son déclin en fait. Ah, tu penses que la reprise peut être encore pire au final? Soit on arrive à le requinquer un petit peu pour qu'il ait un meilleur niveau athlétique au moment où les matchs vont s'élever, soit en fait la descente est trop amorcée et on le retrouvera plus, quoi. En général, à 36 ans, c'est plus le mouvement naturel que de retrouver ta pointe de 10 Tu, ans avant, hein, tu, ça, c'est... tu dois remarquer depuis tant de temps que je suis un garçon très optimiste. Donc, Il faut jamais douter de la préparation physique espagnole, ça c'est évident. Mais... c'est ça. J'espère qu'il y aura des moyens techniques d'être accompagné pour maintenir un certain niveau de performance pendant au moins 6 mois. Repose en paix, Ventroné. On aurait eu besoin de tes services, mon pauvre, mais bon. Et sur le fait de faire jouer Danilo à gauche, tiens, qui est quand même pas forcément toujours lui rendre service, même si c'est vrai que. Alors, il joue avec le Portugal, notamment axe gauche de façon très régulière. Mais attention, c'est une défense à 4, hein, c'est pas une défense à 3. Pas tout à fait pareil. Ça te gêne pas de voir Danilo axe gauche comme ça? Moi, je sais que l'action de Neres, où il est pris dans son dos, c'est typiquement le genre d'action que je craignais énormément parce que vu le gabarit qu'il a, forcément, il met un peu de temps à se retourner, quoi. Danilo dans la défense à 3 tout court, moi j'avoue que j'ai un problème. Danilo même en défense, moi j'arrive pas en fait. D'accord. Je pense qu'on a, on a déjà eu cette conversation. Alors maintenant on voit aussi ses qualités. Donc c'est un joueur qui compense parce qu'il a vraiment une excellente lecture. Il est souvent dans la bonne zone. Et tu vois, pour moi, le but contre son camp qu'il met hier, un défenseur d'habitude et de métier, il sait que sur un centre, il faut pas tourner le corps vers le but, mais vers le ballon. Et il aurait probablement évité ce contre son camp qui, à mon sens, n'est même pas son fait. C'est qu'il est dans une position pas naturelle à défendre un super grand espace. En plus, il est mal orienté, ben, c'est directement. Et je trouve que même s'il s'en sort, et il fait preuve des fois de ressources techniques surprenantes, je Mm. crois que c'est au début du match où il est vraiment sous pression, il arrive à mettre un petit crochet avec une feinte que, bon, assez surpris. C'est pas lui rendre service dans une défense à 3 comme celle-ci d'avoir Danilo, même s'il fait ses matchs. Et au final, tu vois, dans la rencontre d'hier, il y a ok, il a ce but contre son camp, et tout n'est pas acheté dans ce qu'il a fait dans le volume défensif, tu vois. C'est ça qui est quand même un peu paradoxal avec Danilo, c'est qu'il te garantit quand même quelque chose. Et après, moi, c'est juste, voilà, pour des raisons
de style et aussi, je pense, de goût. C'est pas un joueur que j'apprécie. C'est pas ce style de joueur que j'apprécie en défense. Ouais, non, mais ce que tu dis on me dit sur la live, même s'il la touche pas, il y a moyen qu'elle rentre. Oui, mais justement, ce que tu essaies de dire, Omar, c'est qu'un défenseur naturel qui connaît le poste de central gauche, il la sort de la tête, il la pousse pas avec le buste. Si vous revoyez l'action, regardez juste les orientations, regardez comment Marquinhos est orienté vers le ballon et regardez comment Danilo est orienté. Vous comprendrez pourquoi il y en a un des deux qui se retrouve dans une position plus fâcheuse que l'autre. Ouais, on nous dit: «Revient quand Presco?» Il revient dans 3 semaines normalement à peu près. 3 semaines, jusqu'au 25. Après ouais, bon, et Presnel aussi a fait des erreurs sur des centres comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas effectivement ce que tu dis j'avais pas vu ça du tout au moment du but, ça paraît, aujourd'hui plus clair. Mais sachant que Danilo va devoir enchaîner, est-ce que tu penses qu'aussi bien pour lui que pour Ramos, l'idée de l'inversion peut être à creuser malgré tout ou non ils ont des Et, telles et, limites de joueurs que ça changera pas, enfin des limites et intrinsèques Mukiele, vraiment. Et Mukiele C'est aussi. mort. C'est impossible que on se dise qu'on fasse une défense à 3 avec Mukiele et que Ramos passerait axe gauche. C'est possible, oui. Je sais pas à quel point Mukiele est loin de Danilo dans la discussion, mais Mukiele, pour le coup, même s'il il a aussi d'autres choses, il a des caractéristiques très différentes, mais lui, par contre, la tonicité et la rapidité pour corriger, ben, en tout cas physiquement, il l'a. Dans les airs, c'est un joueur qui est quand même assez solide et qui va te permettre aussi d'aller chasser un petit peu plus haut. Donc, je sais pas pourquoi en fait c'est d'emblée écarté. Et en tout cas, dans la tête de Galtier, ça paraît très clair. Les 12-13 premiers joueurs sont déjà hyper détachés des autres. Et ça, moi, ça m'inquiète plus dans un moment où on va avoir énormément de matchs. Mm. Bah, Mukele va fatalement beaucoup jouer vu qu'on se retrouve avec seulement 6 joueurs disponibles pour 5 postes en défense. Donc, vous faites le calcul. Mukele va avoir le temps de jeu d'un titulaire forcément. Et on verra aussi les associations, si qui va avoir le meilleur rendement entre Ramos et Danilo axe gauche, vu que les deux vont forcément y jouer sur la séquence de match jusqu'à ce que Kipembe revienne. Donc oui, après, oui, quel que soit l'axe, on va dire, et le profil des deux, c'est clair qu'ils ont des limites sur les grands espaces, en particulier pour Ramos, mais sur la vivacité sur les premiers mètres pour Danilo aussi, qui peuvent leur jouer des tours. Après, pour revenir juste sur Ramos, moi, ce qui me gêne le plus dans ce match, c'est techniquement les ballons qu'il peut rendre. Je pense à la 8e minute. On vient d'avoir la première occasion du Benfica sur l'ouverture de la profondeur et le premier arrêt de Donnarumma. Et sur la situation de relance derrière, Ramos met un ballon dans le dos de Danilo et ça finit en corner. Et, Et Danilo l'engueule d'ailleurs. Il lui dit écoute, bah, mais il a raison. lui met un Après, ballon dégueu. Il lui met un ballon dégueu et je pense que techniquement, même si c'est pas son côté préféré, il peut faire une passe à non, c'est peu sûr. près dans les pieds à quelques mètres. Ramos. C'est Mm. un joueur techniquement qui est d'élite. Donc, Ah bah bien. de ce point de vue, il pouvait faire mieux aussi, même sur un registre. On va dire que le registre de la vitesse, etc., tu sais que ça peut pas être perdu. Moi, je Mm. suis moins optimiste que Omar sur la possibilité de le retaper à ce niveau, même si Omar a plaisanté aussi. Et sur le plan technique, tu peux t'attendre à mieux de la part de Ramos. Ouais, je pense que lui-même n'est pas content de son match d'un point de vue technique. Parce que, ouais, comme tu dis, tu peux te faire dépasser parce que bah voilà, t'as 36 ans contre un mec de 22 ou 23, je sais pas quel âge il a. Non, plus que ça, facile à Plus 27, que mais ça, bon. ouais. Bon, enfin, ils ont quand même 10 ans d'écart facile, hein. C'est pas, il n'y a pas de honte, hein. Enfin, en tout cas, c'est dans la logique des choses. Sergio Ramos qui sait pas faire une passe du pied droit comme ça, très basique, quand même. Enfin, t'as vu ta carrière, tu peux pas finir à faire ça, quoi. Mais bon. On me dit Danilo, il engueule tout le monde. Ah bah Danilo, il a déjà chopé Messi à l'engueuler. Il y a personne qui lui fait peur. Et c'est aussi pour ça qu'il Il a. a engueulé Galtier après le but, j'ai l'impression, le 1-0. Enfin, ils se sont retrouvés à parler ensemble, les deux. Hmm. Bah écoute, non mais c'est bien, Danilo a cette capacité à parler sans se cacher à tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'il est apprécié. Comme dit cela, il n'a rien à faire des statuts, oui c'est ça, totalement. Et il est capable de protéger certains qu'il estime nécessaire de protéger, des jeunes notamment qui ont parfois été un peu houspillés par des mecs un peu comment dirais-je, établis, et au contraire lui il n'hésite pas à remettre en place des établis, quoi. Bon.
On a un peu fait le tour sur la défense à 3. Ah non, vous voulez parler du match de Marquinhos ou pas? Mathieu, Omar, moi je sais que j'ai vu beaucoup de critiques sur son match que j'ai pas forcément partagé. Où j'ai trouvé moins. Bon, le duel c'est catastrophique. Ça, on va pas faire semblant. Je sais pas s'il C'est faut dur, le. Thilo, parce que dans les airs, il a tout pris quasiment, Marquinhos. Tu trouves? Moi je trouve qu'il y a des moments où il se Euh, faisait dominer par Gonzalo Ramos. J'ai des souvenirs de duels où il perd dans les duels face à Ramos justement. il fait du 5 sur 7 Ah dans ouais? les airs. C'est le Bah je. meilleur ratio du match et Danilo a 3 sur 5. Bon. Sur son match au C'est pas sol, les impressions. Et au sol, il fait un ou deux retours en profondeur. À son débit, il y a l'action sur Rafa Silva où il peut intervenir. Ah, tu Et, trouves que toi, c'est marrant parce que moi je trouve que Rafa Silva arrive lancé comme ça, pleine balle vers lui, je sais pas trop comment il peut intervenir. Je trouve qu'au contraire, il évite de peut-être faire qu'il faute et peut, il revient bien, quoi. Mais bon, peut après. peut-être qu'il peut l'excentrer encore un peu. Enfin, Ouais, ouais, je pense. t'as pas tort, ouais. C'est quand même une situation de frappe nette quand même pour Rafa Silva à la fin. Donc forcément, ça pouvait être géré un peu mieux. Évidemment, Ramos en amont et Marquinhos ensuite. Moi, j'ai trouvé que c'était le match où il a sans doute le mieux interprété avec le ballon, en fait, sa partie. En première mi-temps, notamment, où sur les phases de ressortie de balle, on l'a vu beaucoup s'intercaler au milieu de terrain et s'en est sorti avec pas mal de justesse, j'ai trouvé, notamment Mm. sur des passes même en première intention vers l'avant. C'était clairement, pour le coup, ça dépasse la prestation du joueur, mais c'était clairement mis en place par Galtier, par son staff, l'idée de ressortir avec seulement deux défenseurs centraux qui allaient être Ramos et Danilo, chacun d'un côté de Donnarumma et Marquinhos plus dans un double pivot avec Verratti. Et bon, évidemment, on n'a pas tout réussi sur ces séquences-là, mais la partie qui a incombé à Marquinhos, évidemment à Verratti, il n'y a pas eu de déchets à ce niveau-là. Donc, on peut dire que c'était pas non plus une mauvaise mise en place, qui est somme toute assez classique quand tu joues à 3. C'est rare d'avoir le défenseur libéraux qui est vraiment à hauteur des deux autres. Si vous regardez l'Inter depuis 3 ans, ça a été mis en place par Conte, mais Inzaghi l'a remis à continuer sur cette lancée. De Vrij aussi, il joue à hauteur de Brozovic sur ces situations. Donc, Marquinhos l'a fait aussi assez naturellement, parfois aussi dans des phases, pas seulement de relance, mais de continuité de l'action. Je pense notamment à l'action qui se termine par la frappe d'Hakimi et le retourné de Neymar. C'est une action où tu as Marquinhos qui se retrouve au milieu de terrain à un moment. Après le ballon va dans la gauche et l'action se déroule. Donc, j'ai trouvé plutôt intéressant son interprétation du rôle à ce niveau-là, qui a été évidemment préparé par le staff pour essayer de trouver des solutions à la relance. Tu as plusieurs personnes qui sont d'accord, et moi je te rejoins totalement sur le live aussi, sur ses très bonnes incursions au milieu, où il a fait de bonnes choses. Je trouve que, bon, comme tu dis, il a l'occasion Rafa Silva, mais je trouve qu'il fait vraiment une très bonne deuxième mi-temps dans le positionnement, l'utilisation du ballon. Bon, je suis pas totalement convaincu que certaines montées en première période étaient toujours bien vues, mais Il le se retrouve reste, excentré à droite à un moment en première ouais, ouais. période. Ouais. Omar, de ton côté, tu es plus mesuré, aussi indulgent que nous avec le capitaine? Non, non, pour le coup, là, je rejoins totalement ce qu'a dit Mathieu sur la rencontre de Marquinhos. Bon, bah écoutez, on va avancer. On a fait les trois défenseurs. Vous voulez rajouter quelque chose sur les. On dit qu'il a été meilleur dans l'interprétation de son rôle à 3, son rôle de libéraux d'une défense à 3. Oui, totalement, et il était temps, parce que bon, il y a quand même. Ça fait bientôt 3 mois qu'on joue, quand même plus de 3 mois qu'on joue comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, c'est positif qu'il y ait comme ça de la progression, des choses qui se mettent en place. Je me plaignais tout à l'heure du fait que côté droit, on a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 3 heures. Là, au moins, Marquinhos qui montre un peu de ça. Voilà, après, il faudra qu'il reprenne un peu du dessus, de l'envie, de comment dire, peut-être un peu de la moelle sur les duels, et puis ça peut redevenir un joueur dominant. Et puis il a intérêt à se bouger, parce que sinon la Coupe du Monde, il va finir sur le banc de touche. Quand le très énergique et très énervé Militao va arriver, ça va lui faire tout drôle, hein, mais bon. Ça, c'est un Avec Tite, il y a assez peu de chance, vu les liens entre les deux. Mais Militao a été testé d'ailleurs en en latéral arrière droit. droit. Ah bah oui, ils ont Ouais. un problème. Après, Marquinhos, au départ, quand Tite est arrivé, il était titulaire, et puis juste avant la Coupe du Monde 2018, il l'avait basculé sur le banc de touche pour faire jouer la paire Miranda-Thiago Ah oui, Silva. Miranda, ouais, exact. Eh oui, il lui a déjà fait le coup, donc je me dis, il est capable de lui refaire. Mais ça, c'est pas notre problème, c'est les problèmes des Brésiliens. On va se concentrer sur notre milieu de terrain. Vous voulez redire un mot sur les deux pistons, pardon, j'allais dire les deux pivots, mais c'est pas du basket, hein. Victor Wembanyama n'est pas encore au PSG, on n'a pas réussi à le faire signer. Sur les pistons Hakimi et Mendes, vous voulez rajouter quelque chose, ou on a un peu fait le tour? Mathieu, tu veux dire un mot ou pas?
Rien de Prière à particulier. Ashraf de, de se réveiller un peu techniquement, parce que faire des 20-25 minutes où tu perds 3-4 ballons comme ça consécutivement, Ouais. ça serait pas mal d'éviter la prochaine fois. Peut-être aussi Et ça va du être déjà le cas repos. face à Nice, donc. Hein. Je serais pas surpris qu'Ashraf soit un peu mis au repos ce week-end à Reims parce qu'il s'était plaint après la trêve internationale d'être fatigué. On l'a encore beaucoup fait jouer. Bon, on nous dit Hakimi ne joue bien qu'au mois d'août. J'ai pas envie que ça devienne une vérité, mais il s'en rapproche à grands pas, ce jeune. Donc bon, on nous dit c'est énervant cette manie de ne pas les servir quand même. Attendez, Ashraf, il a touché le ballon en première période, je crois qu'il en perd pratiquement 1 sur 4. C'est beaucoup, hein, ou même 1 sur 3 même. Bon, voilà. Et côté opposé, Mendes aussi, beaucoup, beaucoup de ballons perdus. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau de vouloir les utiliser, mais s'il perd la balle à chaque fois, tu vas pas non plus les servir pour les servir. Ils ont aussi un rôle de fausse piste à tenir qui fait partie du jeu, quoi. Donc c'est comme ça. On nous demande si les mauvais matchs de Hakimi sont à cause de Paredes et Di Maria. Écoutez, je vais pas relancer ce thème sur lequel je me suis écharpé l'année dernière. C'est bon, j'ai la moitié du Maroc aux trousses, ça suffit maintenant, hein. Bref, on va passer. On a fait le tour sur les deux. Bon rétablissement Nuno, 3-4 semaines d'absence. Juanito, Omar n'attend que toi. Il faut que tu prouves que tu es bon, sous peine de déclencher le courroux de l'homme de Belleville, une nouvelle fois. Ça fait bientôt 2 ans qu'il peut plus t'en mettre plein la tête, alors sois bon, Juanito. Mais plus sérieusement, il a Par quand contre, même. on est dans une situation d'extrême urgence, parce que comment on fait si. Parce que Bernat, il va pas jouer les 6 ou 7 matchs à venir, 90 minutes à chaque fois. Non, À voir si. je serais pas surpris qu'on voit du Mukiele des fois latéral gauche pour finir des matchs, du Bichemou peut-être. On a Euh, Hakimi qui a pas mal joué arrière gauche avec le Maroc, exactement. il me semble, et Ouais, Dortmund et aussi. Dortmund, il a pas beaucoup joué. On nous Ouais. dit Sarabia. Non, laissez, laissez Sarabia au fond du banc. On va mettre Après, c'est Presco. toujours pareil, si tu mets Hakimi pour faire tourner Bernat, Hmm. Hakimi ne se tourne jamais en fait. Non, c'est ça, oui. Je te dis, pour moi, on va trouver des solutions. C'est possible qu'on passe en défense à 4. Il y a beaucoup de gens sur la live depuis le début du live qui disent on va passer à 4, on va passer à 4. Comme Ça avait change dit pas un jour grand-chose. le grand Thomas T, on joue en 4-4-2 parce qu'on n'a pas de milieu et qu'on a beaucoup d'attaquants, hein. Il y a Est-ce des que ça fois. change le problème du piston gauche ou de l'arrière gauche, le fait de passer à 4 ou à 5? Je ne serais pas surpris qu'on voit effectivement des fois du Kimpembe. On parle de Pembele. Pembele est censé reprendre bientôt l'entraînement, mais il a pas joué depuis le mois d'avril. Voilà, laissez Sarabia au drapeau de corner. Bah, vu le corner qui nous a botté hier, ouh, le 4-4-2, le grand retour. Je sais pas. On va voir. On nous a aussi cité régulièrement comme solution Solaire en piston droit, peut-être. Bon, à suivre. Après, comme tu dis, Mathieu, pour Bernat, qui est quand même un sujet qui va devenir d'actualité, en fait, je regardais tout à l'heure le calendrier avec intérêt. J'en ai même parlé sur le forum de Culture PSG à un moment, parce que les gens se plaignaient. En fait, là, Bernat, il va jouer donc samedi à Reims. Après, il va rejouer 3 jours plus tard contre Benfica. Bon, sachant qu'il n'a pas beaucoup joué jusque-là, en théorie, il peut encaisser. Ensuite, il a quand même 5 jours pour se préparer à jouer contre Marseille. Donc, 5 jours à l'échelle de professionnels comme ça, c'est le bout du monde. De nouveau 5 jours pour se préparer à jouer contre Ajaccio. Donc là encore, c'est pas mal, il a le temps de se reposer, voilà. Ensuite, il rejoue 4 jours plus tard contre Haïfa au Parc. Je pense que 4 jours là. 4 jours plus tard contre 3. Pareil, 4 jours, tu peux Enfin, là, enchaîner. là, tu viens de citer 6 matchs où il doit faire 90 minutes à chaque fois et te les fait pas, Bernat, et aucun joueur non plus, hein. Il y a un filet des vitamines, qu'est-ce que je te dise? Bah, je sais pas moi. Oh, non Tu vas mais le retrouver sur un brancard complètement manque d'oxygène il n'y a pas de souci. avec le plan de Fido là. Messi va lui expliquer comment ça se passe à la passe, il va lui dire t'inquiète pas, ce qu'il faut c'est vomir un bon coup derrière les filets et ça repart. Mais donc, non, je continue ensuite. Pour redire, en fait, il va rejouer, si Nuno est absent jusqu'au 6 novembre, ça serait un mois complet d'absence. Il n'y a pas un match où il y a pas, à part les 2 premiers où il doit jouer 2 fois en 3 jours, sinon il a toujours 4 jours ou au moins 5 jours entre les 2 matchs. Et les coachs ont tendance à considérer que 4 jours tu peux enchaîner. Alors évidemment, c'est très tendu, surtout pour un joueur qui a régulièrement des problèmes musculaires, mais c'est pas l'enchaînement qu'on vient de se taper là, Nice, Benfica, Reims, Benfica, où tu as 4 matchs en 10 jours, quoi. Il y a un peu plus, il y a un peu plus de marge. Il y a quand même une semaine avec un seul match au milieu, quoi. Le problème, c'est Donc, que l'enchaînement dont tu parles, il en aura joué au moins. Il aura joué 3 des 4 matchs. à, Il a joué aussi face à Nice. il joue une heure contre Nice, si je me souviens bien. À peine une heure, tu vois. Ça va. Et au bout d'un moment, il faut qu'il joue. C'est aussi la chance pour lui,
unique de se relancer. On va pas aller chercher Levin, il est déjà blessé d'ailleurs, donc c'est pas la peine d'aller le chercher. Et chez les jeunes, côté arrière gauche, le petit Muntu Wamungu, bon, il commence à être suffisant pour la Youth League, mais il est pas du tout au niveau Ligue 1 à cet instant. Donc à droite, pareil, les joueurs, on n'a pas quoi. Donc va falloir trouver des solutions, hein. Peut-être que Sarabia va dépanner, ouais, un jour ou deux, hein, on verra, hein. On nous dit lundi, vous estimiez que Juanito a besoin de rythme. Bah oui, oui, moi je suis totalement pour qu'il reprenne du rythme. Bon, de toute façon, peut-être un peu moins intensif que ça, mais là, c'est pas du rythme qu'il va avoir, c'est un peu plus que ça. Et il n'y a pas le choix au bout d'un moment. Et voilà. Et puis, avec un peu de bol, s'il y en a un ou deux qui se pètent côté espagnol, il peut même finir à la Coupe du Monde. Vous imaginez la chance qu'il a? Donc, allez hop, au travail et puis il court maintenant. Bon, on va revenir à notre Benfica PSG. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le match de Verratti quand même? Bon, on en a déjà un peu parlé, mais on m'a dit qu'il y a des gens qui voulaient pas se coucher juste pour entendre Omar parler de Verratti. Donc, Omar, as-tu quelque chose à dire à Marco Verratti à part je t'aime, petit Italien? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je laisserai Mathieu en parler. Enfin, ce que tu veux dire de plus, c'est vraiment j'étais mal à l'aise d'avoir vu un tel match hier de sa part. Ah bah oui, voilà, 120 ballons touchés, oui, oui, c'est beaucoup, oui, mais bon. En fait, ce qui est fou, c'est que tu vois, les années passent, on voit défiler les immenses joueurs à Paris, et t'as pratiquement tout le temps, dans tous les gros matchs européens, où il finit dans les 3 meilleurs si c'est pas le meilleur. Et c'est improbable en fait, parce que il est à un poste milieu de terrain où tu as quand même en général des gros joueurs face à toi. Il est archi dépendant d'une structure collective qui est bancale depuis maintenant combien 5 ans et demi à peu près. Et tout le temps il arrive à s'en sortir. N'importe quelle circonstance, n'importe quel adversaire face à lui. Quand je vois ce qu'il a pris hier sur le tibia, parce qu'au début je pensais que c'était la cheville, mais c'est pratiquement le tibia, où Enzo Fernandez fait un geste scandaleux. Voilà. Après, comme dit sur live, Verratti, c'est une mauvaise habitude du PSG. Tout le monde se cache et espère qu'il va tout régler. Ah, il y a un peu de ça, mais ce qu'il fait, ouais, voilà, il fait une imitant sur une jambe en revenant de blessure en plus. Mais ça, revenir de blessure, oui, c'est un peu une habitude pour lui. Mais ça me fait mal. En fait, je suis pas sûr qu'on le voit samedi à Reims, hein, parce que ce qu'il a mangé, le pauvre, je pense qu'aujourd'hui, il boitait, hein. Mais c'est triste, c'est qu'on va dire, ouais, il est tout le temps blessé, alors que là, il se fait fracasser et que ça, et certains vont dire, il est encore blessé, alors que il est victime, il est pas et rien d'autre quoi. Donc bon, c'est comme ça, tant pis, c'est la vie de Marco Verratti. Mathieu, tu veux rajouter un petit truc sur le sentiment Verratti et ses 120 ballons touchés? Bah, c'est complètement un sentiment parce que tu dis qu'il finit à chaque fois meilleur joueur ou l'un des tout meilleurs joueurs du PSG à chaque match européen, à chaque gros match européen. De tout sans être sur la feuille de match, sur la feuille de score, dans aucun de ces matchs-là, vu qu'il fait ni passe décisive ni but. Donc c'est vraiment le 100% le jeu, 100% le sentiment Verratti. Effectivement, encore un match à ranger dans dans son long panthéon en fait des grandes prestations qu'il a pu faire sous le maillot parisien. C'est une sécurité totale. Je me souviens que lundi, il y avait une question sur le live en disant est-ce que Verratti, de retour de blessure, est-ce qu'il faut le mettre titulaire, etc. Ce genre de match, je pense que c'est le cinquième ou la sixième fois qu'il reproduit ce genre de prestations en revenant d'une période d'absence. Je pense qu'on a le droit de plus avoir trop de doutes, hein, à un moment. Non, tu peux y aller les yeux fermés. Tu peux considérer certaines choses comme acquises au bout d'un moment quand elles se répètent autant, et avoir un peu confiance. Mais oui, effectivement, et je pense que le fait d'être replacé pour le coup, très proche de la base du jeu et avec une forte responsabilité à la relance, ça exalte encore plus ses qualités parce qu'à ce jeu-là, il a très très peu d'équivalent. Et c'est une sécurité quasi totale pour l'équipe. Comment veux-tu, quand tu es un peu en difficulté pour ressortir les ballons, bah, tu sais que tu as une solution individuelle qui va te trouver les solutions, qui va te trouver les possibilités à lui seul. Et le fait aussi d'avoir recentré des joueurs comme Verratti, et, comme Messi et comme Neymar, ça lui donne aussi la possibilité de faire avancer l'équipe parce que les deux se trouvent entre les lignes. Pour le coup, c'était le cas lors de début de match où Benfica a essayé de presser et se retrouvait un peu désorganisé avec des joueurs qui sortaient un peu en même temps. Et Verratti est capable de trouver de détecter ces espaces-là et de trouver ensuite les deux Sud-Américains dans le dos des milieux partis chassés. Donc, pour toutes ces raisons, évidemment, un joueur essentiel, évidemment, le joueur le plus capital, je pense, sur la scène européenne pour le PSG, parce que quelle que soit l'équipe que tu vas affronter, plus tu vas monter haut dans le niveau de la compétition,
toutes les équipes vont vouloir te presser, plus ça va être des équipes qui ont l'habitude d'être dominantes au milieu et donc plus d'avoir besoin de Verratti. Donc, évidemment, irremplaçable Attends, et il y a Marc, essentiel. Et encore un match à la hauteur de sa légende déjà. l'immense Marc Libra qui nous a expliqué qu'il n'était pas convaincu. Mais Marc, interroge-toi sur la validité de tes titres à Marseille au lieu de parler de Verratti, mon pauvre garçon, parce que si t'arrives pas à être convaincu par Verratti, bon, à part quand t'es dans une croisade différente, mais là, je sais pas ce qu'il faut de plus quand même, hein, donc bon, c'est comme ça. Vous voulez dire un mot sur le match de Vitinha ou pas? Ou on en a assez parlé tout à l'heure. En fait, ouais, on en a un peu parlé déjà, donc on va passer sur les trois de l'attaque. On va aller vite, je pense. Ou pas, je sais pas. À chaque fois que je dis ça, ça dure 2 heures, donc on va voir. Euh, Omar ou Mathieu, sur les trois de l'attaque, vous voulez commencer par lequel? Peut-être le match un peu de Neymar ou autre, ou je sais pas, j'avoue que j'étais très impressionné par son début de saison. Je trouve que l'arrivée de l'automne ne lui fait pas du bien. Voire, ça fait quand même plusieurs matchs où j'aime pas le fait qu'il reprenne des cartons jaunes déjà. Ça, c'est un truc, un point que je trouve franchement un mauvais signal. C'est-à-dire que c'est de nouveau un joueur qui est un peu en train de sortir de ses matchs. Physiquement, je pense qu'il est peut-être un peu dans le dur aussi actuellement parce qu'il a quand même beaucoup joué, beaucoup donné depuis le début de la saison. Je pensais pas qu'on le verrait contre Brest. Non, c'était Nice, pardon. Mais vu qu'il y avait il y avait déjà Mbappé à faire souffler et tout. Le rôle de relayeur, là, hier, il s'est vraiment donné à fond, je trouve. Il s'est pas caché, hein. Bon, alors, bon, le problème, c'est qu'il fait du Neymar, quoi. Quand il commence à dribbler dans ses 20 derniers mètres, je suis là, mec, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est pas un endroit pour s'amuser ici. Mais un peu un sentiment d'un joueur qui commence à être dans le dur physiquement et dont les mauvais côtés ressortent, malheureusement. J'espère que ça ne durera pas parce que je l'avais trouvé excellent à Lyon juste avant la trêve. C'était il y a 15 jours à peine, hein, donc faut pas, j'ai pas envie de l'enterrer ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y a des signaux qu'il envoie qui sont pas très positifs à cet instant. Je sais pas si Mathieu ou Omar vous partagez un peu cette prestation un peu mi-figue mi-raisin du joueur. Non pas que je puisse critiquer son investissement, mais sa lecture du match, sa façon d'être, son langage un peu corporel et tout ça. On nous dit il se place mal, il fait des mauvais passes et de mauvais choix, mais il revient trop défendre. Je sais pas si, enfin, il y a quelques semaines, il arrivait très bien à défendre et a fait enchaîner tout ça. Donc, ouais, Mathieu, ton avis un peu sur le match de Je Neymar? te rejoindrai peut-être pas sur le fait que ses mauvais côtés ressortent. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour faire ce constat-là. Par contre, c'est évident que, du point de vue de la lucidité offensive, des choix dans les derniers mètres, c'est moins bien que le début de saison où il marchait un peu sur l'eau. Globalement, si tu veux faire un rapide, une caricature ou un rapide résumé, tu peux dire que le mois d'août, ça a été celui de Neymar. Le mois de septembre, Messi est quand même un peu passé devant dans la qualité de ses prestations. Et là, ça se confirme un peu sur le début d'octobre, si tu veux faire Hmm. un rapide résumé comme ça, d'assez loin. Ouais, je pense qu'en termes de lucidité dans la surface ou dans les derniers choix, les dernières passes, il est un peu perdu. Malgré tout, tu regardes le début de deuxième période hier, Il est très bon, ouais, tu as raison. c'est quand même beaucoup lui, hein, qui donne l'impulsion, le punch. Il va toucher beaucoup de ballons, il va les jouer vers l'avant, il va partir en percussion. Il met un beaucoup franc aussi, qui est repoussé par le gardien. Hmm. Et il a failli marquer un super but, hein, parce qu'un retourné du mauvais pied comme ça, il a pu faire une très belle action et un très beau but. Donc, ouais. On va dire je pense qu'il lui manque un peu dans les derniers mètres la capacité à faire les bons choix. Sans doute le fruit d'un effort physique qu'il aura prolongé sur les premiers matchs. Et effectivement, comme toi, je m'attends à ce qu'il soit complètement mis au repos face à Reims. Ça me paraît évident et pour une bonne partie de l'équipe déjà, mais évidemment pour Neymar aussi. Ouais. À suivre. Je sais pas, Omar, toi, si pareil, tiens, toi qui regardes beaucoup les performances athlétiques, notamment des joueurs, tu en penses quoi sur ce point? Il y a une autre personne sur la live qui trouve que, comme moi, qu'il est peut-être un peu fatigué physiquement. Plusieurs même qui trouvent ça se voit sur les premiers appuis, un petit peu lourd et moins fluide. Tu en penses quoi à ce niveau-là? Il y a presque beaucoup trop de discipline chez Neymar, en fait, à mon sens. Ouais, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu caches derrière tous ces replis, Neymar? Va près de la surface, va créer, parce qu'on a fondamentalement besoin de ces buts. Mais ouais, hier, j'ai vraiment trouvé que c'était un match où
où il y a eu beaucoup d'influx nerveux, où il a vraiment, à des moments, rendu des ballons qui paraissent simples pour lui. Et il n'a pas pesé, à mon sens, de tout son poids près de la surface de Benfica. Surtout qu'on est en face d'un joueur qui avait retrouvé des bonnes sensations face au but. Au final, il a peu ou pas d'occasions claires, même s'il a cette inspiration absolument géniale quand il met la bicyclette dans la surface. Mais ça fait 2 matchs de suite où Neymar, au final, pas beaucoup d'occasions. Et au final, ça se ressent sur nos prestations offensives parce que comme il a retrouvé sa capacité à marquer et qu'en réalité, la répartition des rôles est pas super claire, mis à part que Messi joue milieu de terrain. Si Neymar veut aussi jouer milieu, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'espace à couvrir et des actions de plus en plus longues à faire parce que effectivement, quand Benfica nous a fait reculer, il était quasiment au niveau de Vitinha et Verratti et il ne pourra pas faire que des actions de 70 mètres. Donc tout cet époumonnage, il se paye au moment de faire les décisions et on gagnerait tous à être beaucoup plus haut. Ça c'est un peu la sensation que j'avais hier, et en tout cas pour retrouver le Neymar qui a le bon fluide dans la surface, il faut que l'équipe soit plus courte. Mmh. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Les longues distances le pénalisent, fortement, quoi. On dit sur de live, leur rôle les fait chier. Non, non, évidemment que non. Neymar c'est un joueur qui quand même a des défauts, mais a toujours pensé collectif, globalement. Non, c'est vrai que peut-être avoir un tel espace entre chaque ligne, dès qu'il est un poil moins bien physiquement, tu en payes vraiment le. Là où au mois d'août, il arrivait à enchaîner vraiment avec un match par semaine, peut-être que là, avec 2 matchs par semaine, des terrains qui deviennent un peu plus gras, c'est plus compliqué, quoi. Bon, on va voir. Après, c'est vrai que de passer faire un petit match sur le banc de touche, ça lui en ferait un par mois, à savoir celui contre Nantes, et encore, il avait joué une demi-heure, et celui éventuellement de samedi, c'est pas non plus le bout du monde, hein. Ça peut lui faire du bien de se reposer un peu, de retrouver un peu de calme et de tout ça, quoi. Bon, à suivre. Sur le match de Mbappé et de Messi, vous voulez commencer par lequel? C'est plutôt Mbappé, plutôt Messi ou on parle même pas d'eux finalement? Bon, on va quand même parler au moins du but de Lionel Messi parce que le petit toucher de balle, d'ailleurs, Neymar est excellent sur le but, faut lui rendre ça quand même. Le but de Lionel Messi, c'est vrai que même l'action en seconde mi-temps, les rushs qu'il a envoyés là, quand il prenait le ballon, qu'il remontait 20-25 mètres avant de faire des décalages, il a, il a des jambes encore ce jeune, hein, malgré tout, donc on me dit monstrueux, c'est redevenu le boss. Je sais pas s'il est le boss en tout cas, mais il fait des choses, hein. Ouais, Mathieu. Il finit un peu avec plus rien dans les chaussettes, et c'est pour ça qu'il est sorti. Ah, il se blesse Et, un peu même, hein. Il y a une vidéo, ouais, je voulais pas, je voulais faire un article aujourd'hui sur ça. Et on voit une vidéo de Sports Center, les Argentins, en fait, sur l'action où il rate un peu son contrôle, en fait, visiblement, il se fait mal à la cuisse aussi. Et il commence à parler avec le banc de touche, genre, il y a un truc qui va pas, sortez-moi, quoi. Enfin, j'ai senti un petit truc, en fait. ouais, c'est possible, et je pense que la sortie était logique parce que ouais, les 2-3 derniers ballons qu'il touche, ils sont moins bien, mais ils faisaient contraste avec ce qu'il avait pu faire sur la durée précédente du match. Et effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de très bonnes choses encore de Messi qui, physiquement, encore a fait des différences sur des percées balles au pied, hein. Donc, c'est des choses que tu ne voyais pas du tout faire l'an dernier et qu'il a repris l'habitude de proposer sur les matchs précédents. Ça a été vraiment dans la lignée. Peut-être eu un petit peu de déchets sur des passes longues, si tu veux un peu pinailler sur ce match-là. Mm. Ou de renversements comme ça qu'il a tenté vers Mendes qui ne sont pas passés. Vers Mbappé aussi à un moment. Et globalement, non, encore un très bon match. Enfin, un très bon match. Un vrai beau match pour Messi. Et évidemment, un but magnifique. Un but de PlayStation. Ouais, de PlayStation, ouais. Omar, j'imagine que tu as été ému au moment de ce petit lob sans contrôle, hop, tranquille, facile à faire. Le show Messi, semaine après semaine. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Encore une inspiration prodigieuse de justesse, de maîtrise technique et encore des grands moments dans cette rencontre. C'est vraiment. Je sais pas s'il est en train de payer la dernière danse, mais il y a deux, trois trucs étourdissants. Et lui,
paradoxalement, ces deux compères offensifs, a l'air de cranter en niveau de performance match après match et l'enchaînement lui fait plutôt du bien. J'écoutais pas avec le son la rencontre, donc j'avais pas très bien compris pourquoi il était sorti. Donc j'apprends qu'il était un petit peu touché et si c'est Alors, le cas, ben, faut qu'il se repose pour pouvoir être au parc ah, mardi prochain. je te rassure, il savait pas pendant le match qu'il était sorti sur blessure. Ouais, il faisait pas la tête d'un mec qui avait mal Non. quelque part. Et il est Donc, sorti en marchant tout à fait normalement du stade. Je crois que c'est Arthur Perrault de RMC qui ok. l'a partagé sur son compte Twitter, où tu le vois marcher sans problème. Non, petite contracture, tout ça, bon, ça peut arriver. Il a 35 ans, il joue beaucoup, il a enchaîné les déplacements. C'est le seul pratiquement, c'est le seul qui a traversé l'Atlantique pendant la trêve internationale. Hein. Bon, alors il a joué 2 équipes de peintres, mais il leur a mis un but exceptionnel au passage. Il est globalement en très très bonne forme. Bon, À reposer aussi ce week-end, hein, Messi. est-ce qu'il a pas Vu envie que de... Mbappé veut plus jouer avec Neymar et Messi, bah tiens, va jouer avec Soler et Sarabia. Tu vas changer d'avis d'un coup. Ah là là. Non, Petit non, ingrat. c'est pas grave. Petit ingrat, tu vas voir. Quand tu vas être coincé entre Abdelhamid non, Woodface, il est parti en plus, je sais plus qui c'est. Il est parti à Leicester, je crois. Ah oui, donc gros choix. Non, ok. Il y a qui en défense centrale à Reims déjà là? On a Andrew Gravillon, le retour du Andrew le terrible, mais bon. On nous dit sur Messi, j'étais sceptique sur sa remontée physique, il m'impressionne. Ah bah, oui, oui, bah, je pense que je sais pas si lui-même s'imaginait revenir à ce niveau-là physiquement, mais bon. C'est comme ça. Écoutez, réjouissons-nous de le voir à ce niveau-là. Après, toutes les rumeurs sur son avenir. Il y a quand même un truc qui était très intéressant dans les rumeurs qui sont sorties dernièrement, c'est que la rumeur de Vero Brunati, donc la journaliste argentine qui connaît très bien la sélection argentine, elle sort ça en disant bon bah il va retourner au Barça. Elle fait un podcast sur Spotify Argentine, tout ça. Et dans le podcast, elle est beaucoup moins affirmative. Et la réponse de Gaston Edul, qui est l'autre très bien renseigné, ils sont trois globalement très très bien renseignés sur la sélection. L'autre Gaston, qui est de TIC Sports, qui dit ça vient pas de l'entourage de Messi, la fuite, ça vient de Barcelone. Donc ça veut dire que le Barça, malgré ce qu'il pouvait dire dernièrement auprès de Mundo Deportivo, genre oui, on regarde, mais c'est très compliqué, il faut que Xavi valide, il faut que machin, ça va nous coûter de l'argent. Ça veut dire que côté Barça, c'est pour eux, c'est quand même peut-être même un vrai objectif, quoi. Il y a une vraie volonté de faire revenir Messi pour balancer un truc pareil, quoi. Tu dis pas ça, sachant que voilà. Et puis là, j'ai vu dans les médias catalans aujourd'hui que Laporta voulait faire une statue à Messi devant le Camp Nou. Je sais plus ce qu'il a dit encore comme connerie l'autre. Mais bon, à suivre. Je pense honnêtement que la seconde partie de saison va être assez, pour ceux qui n'aiment pas le mercato, toutes les rumeurs, tout ça va être assez pénible. Hein. Je crois fortement à la thèse d'un joueur qui ne veut rien décider avant la Coupe du Monde parce que je comprends que ça le bouscule ses plans parce que c'est un événement planétaire. S'il gagne la Coupe du Monde, excusez-moi, mais il aura fini le jeu. Hein. C'est comme ça, il aura gagné toutes les Ligues des Champions, 7 ballons d'or, la Copa América, la Coupe du Monde, bah, limite, est-ce qu'il ne prendra même pas carrément sa retraite. Ça serait dommage, mais on ne sait jamais. Donc voilà, on nous dit en fonction de notre parcours en Ligue des Champions, il pourrait prolonger. Bon, c'est comme ça. Mbappé annoncé au Real toute la première partie, tout le premier semestre 2023, c'est possible aussi. Ne vous inquiétez pas, les médias espagnols ont plein de ressources. Même s'il y en a qui travaillent bien dans le tas, je ne veux pas tous les mettre dans le même panier. Mais bon, à suivre pour Messi. On nous parle, on a transition facile avec Kylian, qui lui pour le coup a pas été match très compliqué. Il y a cette belle touche sur le but, comme je disais tout à l'heure, cette frappe intéressante, mais je crois que je l'ai rarement vu aussi mauvais dans ses remises notamment. Ça a été un carnage. Vraiment, il y avait pas techniquement, je crois que c'est un de ces matchs les plus mauvais au PSG depuis De l'RQSI. non, peut-être pas le RQSI parce qu'il a pas tout vécu. Non, mais des 2-3 dernières années, franchement, j'ai du mal à voir un match où il a été aussi mauvais techniquement, quoi. Tu vois, on me dit body language catastrophique, je suis pas d'accord. Je suis pas sûr que le terrain était parfait partout d'ailleurs. Mais sur les prises de. Pas forcément la prise de balle, mais souvent la deuxième touche, les choix de jeu étaient catastrophiques. Des ballons mal donnés, des mauvais appels aussi. Vraiment. On L'action où il dit. se fait prendre hors jeu en début de seconde période, Ouais, voilà. elle est pas glorieuse de sa part. Non, C'est c'est un ça. truc un peu de poussin. Ouais, non, c'est ça. Après, tu vois, ça peut arriver une fois par match. Bon, mais c'est vrai que ça lui ressemble pas trop, quoi. On nous dit il est totalement déconnecté. Je sais pas si vous le trouvez si déconnecté que ça, l'équipe. Moi, je trouve qu'il était vraiment dans un mauvais soir.
mais pas forcément déconnecté, juste pas. Oh, si, peut-être un peu déconnecté finalement de ce que le jeu attendait. Je sais pas, Mathieu, tu as trouvé déconnecté, toi? Ouais, c'est difficile de faire comment dire, des interprétations psychologiques de l'état du joueur, etc. J'aurais tendance à penser qu'il se disperse beaucoup, qu'il n'est pas dans un bon état psychologique et que ça influe ensuite sur le terrain. Mais j'ai pas de moyen de le prouver non plus, donc pas trop m'avancer là-dessus. Sur le plan, si tu veux baser vraiment sur le plan tactique, est-ce que son rôle le dessert, etc. Moi, il me semble qu'il a quand même pas mal de liberté désormais, peut-être encore plus que sur certains matchs il y a un mois, disons. Il a quand même, je pense, pas mal de possibilités de balayer un peu le couloir gauche. Il l'a encore fait sur un match comme hier. Le truc, c'est que derrière, il n'embraye pas. Enfin, Mm. il enclenche pas d'action, il n'enclenche pas de dribble. Quand il veut s'appuyer sur un joueur plus à l'intérieur, il n'a pas assez intercepté. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui lui réussit en ce moment. Et ça donne des prestations où tu te dis, ouais, ça passe. Enfin, il est dans une passe assez médiocre, assez loin de ses standards. Donc, il faut espérer que tout ça se dissipe assez rapidement, le plus rapidement possible. Et comme cela dure maintenant depuis quelques semaines, et comme il a eu la bonne idée d'en rajouter, de mettre un peu d'huile sur le feu par certaines déclarations et certaines attitudes, bah, forcément, tu regardes ça avec la loupe un peu grossissante. Mais c'est clair qu'il y a un souci. Offensivement, c'est clair qu'il y a un souci. On crée moins d'occasions que ce qu'on a pu créer sur le début de saison. Donc, il y a forcément des effets cumulatifs de fatigue, etc. Mais il y a aussi sans doute des questions qui ne sont pas révélées sur les rôles et les précarés de chacun. Donc, à voir comment ça s'embarque. Mais on verra aussi ce week-end, hein, sans doute sans Messi, sans Neymar. À voir si les deux auront du temps de jeu ou pas. Mais a priori, je pense qu'ils seront reposés. S'ils seront en mesure de faire la différence au Saras. Mais après, on est forcément un peu dur parce que il y a 4 jours à peine, il donne la victoire face à Nice. Ouais. Mais donc, si tu regardes vraiment dans le jeu, les actions qu'il peut déclencher ou pas, c'est un joueur qui est en difficulté sur le plan technique. Ça me semble assez évident. De ce que j'ai compris, j'ai pas regardé les matchs, mais ce que j'ai compris aussi en équipe de France, il y a eu aussi à redire. Donc, Il y a eu à boire et à manger, ouais. Bah, tu vois, il met un super but contre l'Autriche, mais dans le même match, il a un gros raté. Contre le Danemark, il se loupe complètement. Bon, je sais pas, Omar, de ton côté, sur le match de Mbappé hier, tu le lis comment Il est pas bon. Ça, c'est vrai. Il est pas, son match n'est pas bon. Si je vais remployer le mot qu'il y avait dans le live à propos de la déconnexion, euh, bien entendu, je ne parlerai pas du psychologique comme l'a dit Mathieu, mais par rapport aux situations que t'impose la rencontre, on est forcé de constater que les choix qu'il a pris, mis à part sur le but avec une bonne remise à un bon déplacement, sont souvent pas les bons. Des gestes qui sont pas très déliés. Je pense à une frappe très très forcée en seconde période, sans angle, sans possession, ah oui, à droite. Ouais. ouais, il frappe comme Ah, un la rendez fou, sourd, c'est là. Ouais. Il y a qui, une qui, personne qui m'en qui, a parlé sur le live, ouais. ouais, qui dit pas quelque chose de bien, même de sa fraîcheur pour faire la décision. Et un match de plus qui traverse sans avoir d'occasion claire, nette et même avec trop peu de déséquilibre pour un joueur du calibre de Mbappé. Donc là, on peut, je pense, très clairement dire qu'il est dans une période plus difficile, plus compliquée. euh, enfin, je pense la surabondance qui est en train de se créer, notamment sur le côté gauche, ne lui est pas favorable. Parce qu'il n'est pas non plus enfin, le terminal offensif de l'équipe, comme peut-être il espérait l'être, mais en tout cas, il est un joueur de plus dans un côté qui est vraiment mais, surchargé. Et ça fait déjà plusieurs matchs que Paris en fait donne cette impression de multiplication des joueurs entre l'axe et le côté gauche sans avoir plus aucun point de référence devant. Et aujourd'hui, ça ne lui rend pas service. Donc, faire un match à Reims où il sera titulaire, où il va être beaucoup cherché, alimenté, avec un gros volume de ballon, peut-être que ça lui redonnera l'occasion de secouer les filets, j'en doute pas. Il est sur des temps de passage très positifs encore au niveau du nombre de buts marqués, mais à mon sens, la rencontre d'hier, elle est vraiment pas bonne dans son
son approche que dans son interprétation. Donc, faudrait pas que ça dure trop parce que tu te coupes, sans Mbappé, tu te coupes d'une ressource absolument terrible pour moi dans les 3 phases de jeu, quoi. Ouais, on nous dit match au niveau de son début de saison. Non, hier, il fait vraiment un mauvais match. Hier, franchement, il n'y a pas grand-chose à sauver. C'est rare qu'il rende une copie avec aussi peu de positifs, honnêtement. Je suis d'accord qu'il fait pas un très bon début de saison. C'est pas le Mbappé qui fracassait le Real en février dernier. Là, on en est très loin, ça, on est d'accord. Mais on peut pas dire qu'il fait quand même que des mauvais matchs cette saison. Il a fait des bons matchs aussi, hein. À Lille, il fait un excellent match. Mais hier, moi, il y a un truc qui me choque, je trouve que la relation Neymar-Mbappé a pas été bonne. Il y a eu des moments où ils devaient se donner la balle, ils se la sont pas donnés. Des moments où il fallait pas, ils se sont filé le ballon. Bon, un peu bizarre. J'avoue que Il y a voilà. une action en début de match, l'une des 4 où Verratti trouve Neymar cette fois, dans le dos des milieux. Donc dans les 10 premières minutes, je pense que ça doit être l'action peut-être à la 9e ou à la 10e, si vous voulez la retrouver. Et tu as une situation pourtant typique du PSG de Tourelle où Neymar est trouvé un peu entre les lignes comme ça, et Mbappé qui part d'une position un peu excentrée, et l'appel vient pas, et au final, Neymar lui donne un ballon dans les pieds, et ça donne même pas une occasion en fait. Ça revient vers l'arrière, je pense à la fin, le ballon doit être perdu. Et, alors que normalement, sur ce type de situation, quand t'embrayes bien, quand les joueurs sont bien en forme, ça va au bout, quoi. Que tu as Neymar pour alimenter et Mbappé qui fait l'appel. Là, ça a été assez plat et au final, le ballon a été rendu ou perdu, il me semble. Ça doit être, je pense, autour de la 10e minute si vous voulez retrouver l'action. Ça doit être passe de Verratti à la base. Et, je trouve que c'est un peu symptomatique, quand même. À la fois du fait de Neymar un peu fatigué, pas toujours avec le même Fluide. niveau d'inspiration qu'il a eu, et Mbappé qui joue à l'envers, quoi. Après, c'est marrant, c'est que sur ce match à Benfica, on a beaucoup parlé un peu de dysfonctionnement collectif, même si on n'est pas tous d'accord entre nous, et c'est normal, hein, chacun a sa vision du match, de son ressenti, et on n'est pas Galtier, on ne sait pas ce qui avait été mis en place, enfin, on voit ce que ça a donné, on ne sait pas ce qui était prévu, mais on a aussi l'impression, et ça rejoint un peu ton analyse Mathieu, il y a beaucoup de performances individuelles qui sont en deçà de leur niveau réel. Alors, bon, il y a Verratti, Donnarumma qui font leur match, Messi aussi, ces trois-là, t'as rien à dire. Ça veut dire que tu en as 8 où tu peux te dire c'était pas très très bon quand même. Et je pense que, alors forcément, il y a toujours un rapport entre performance collective, performance individuelle, l'un influe sur l'autre, ça c'est évident. Mais si tu en as, t'as peut-être pour une fois trop de joueurs qui se sont retrouvés dans un mauvais soir au même moment. Alors dans le tas, il y en a, je pense, quelques-uns qui ont souffert du bon match de Benfica, des forces de Benfica, du fait que le système les a pas forcément aidés, tout ça. Mais il y a quand même aussi pas mal de joueurs qui sont passés un peu à côté. C'est pas courant que dans le même match, et Neymar et Mbappé, par exemple, soient pas très inspirés. Messi a été propre, mais les deux autres, on vient de parler, ils font pas un très bon match, quoi. Donc, il y a peut-être aussi, il faut quand même avoir peut-être en tête que des fois, c'est juste des coups de moins bien ou qui peut arriver dans une saison. On me dit que Tadino fait un bon match. Non, je regrette. Le but contre son camp, l'occasion de Neres où il est pris dans son dos. Non, un défenseur où il y a deux énormes occasions, il est impliqué, il fait pas un bon match. Terminé. On va revenir sur le débat général. Euh, C'est-à-dire que en fait, le nombre de prestations collectives, prestations individuelles qui sont en dessous de leur niveau attendu est tellement important qu'on ne peut pas considérer que. Enfin, on est obligé, je pense, de modérer peut-être les conclusions sur ce match à ce niveau-là, quoi. Pas en faire une catastrophe, parce que tu repars de Benfica en ayant fait un partout alors qu'ils sont invaincus, qu'ils avaient gagné pratiquement tous leurs matchs et qu'ils ont quand même passé la deuxième mi-temps à l'agonie dans leur camp ou presque. Mais pas très bon non plus, parce que tu as tellement d'erreurs individuelles que tu donnes des occasions et que tu n'en crées pas assez. Les erreurs de derrière dont on a parlé, les problèmes de créativité de Neymar et Mbappé ou de finition de Messi. Bon, voilà quoi. Donc, au final, pour conclure sur ce Benfica PSG, je pense que le match retour, alors certes, c'est au parc, ce sera beaucoup plus simple. Benfica va peut-être être un peu cuit à enchaîner 3 matchs en 6 jours en faisant très peu tourner. Devrait peut-être nous faire, comment dire, nous faire pondérer les conclusions que j'ai lues ou que j'ai pu avoir moi aussi en me disant pendant le match, il faut tout changer. Évidemment, on a tous envie de tout changer pendant le match, mais des fois, il faut avoir un peu de patience. Qu'on fait sur cette rencontre ce soir. On verra aussi déjà, par exemple, à Turin, quand on va y aller le 2 dans un mois pile, où l'équipe en sera aussi.
il y a des états de forme qui vont changer. Là, on est post-trêve, on sait qu'il faut repartir, on a l'arrivée de l'hiver, tout ça, les terrains qui vont être un peu plus gras. Bon, à suivre, mais je ne suis pas forcément finalement après ce podcast aussi alarmiste que j'aurais pu l'être hier à la mi-temps où je trouvais qu'on était catastrophique. Et le fichier purge.xls n'est pas encore rouvert, n'est-ce pas Mathieu, ou tu l'as déjà attaqué pour cette saison C'est bon? Bah, je vais avoir du mal à remplir vu qu'on joue qu'avec 12 joueurs dans l'effectif. C'est un peu compliqué. Il y a des joueurs sur lesquels je peux pas avoir d'avis, quoi. C'est Carlos Soler, 8 minutes cumulées au PSG. C'est un peu compliqué. Ouais. Carlos, samedi, c'est ta soirée, mon grand. On veut parler de toi lundi prochain. Non, et sinon, sur l'analyse, le fait qu'il y a trop de perfs individuelles mauvaises pour vraiment tirer des conclusions sur la rencontre, c'est un peu ce que tu as tenté de développer ou je suis complètement passé à côté de ce que tu as essayé de dire pendant 2 heures? Non, non, t'as écouté attentivement. Mais non, après, je disais pas ça pour minimiser les problèmes collectifs. C'est juste que tu pouvais les retrouver dans plusieurs phases sans qu'aucune ait été un désastre total, à mon sens. Voilà. Bon. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur ce live ou sur ce match Benfica-PSG que tu n'as pas eu le temps de revoir? Je suis désolé pour toi, ou on a fait le tour, c'est bon? Non, non, je pense qu'on a fait le tour et hâte de voir la deuxième manche. Ouais, comme tu dis. Donc, prochain podcast, possiblement avec les deux mêmes acolytes que ce soir, plus normalement il y en a un qui m'a demandé une place pour lundi soir, je me souviens plus qui c'est. Je me demande si c'est pas Dan, à confirmer. On sera là donc lundi soir pour le prochain podcast, 21h30 et pas 22h comme ce soir. Je m'excuse pour l'horaire, mais il fallait qu'on puisse voir nos familles respectives. Je passe toute ma vie sur Twitch, donc de temps en temps, je me reconnecte au vrai monde. Ça sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu regarder le début. Oui, c'est Ryan, je crois, qui fait son retour lundi. Excusez-moi, c'est pas Dan, j'ai confondu. Il y a plusieurs personnes qui vont se mélanger. Normalement, Ryan sera là, il aura le temps de rattraper les matchs. Il n'avait pas pu voir le match d'hier, c'est pour ça qu'il n'était pas là ce soir. Voilà. Le live de cet après-midi sur la Youth League a été uploadé pardon, sur les plateformes de réécoute. Donc vous pouvez, si vous avez fini de tout consommer de ce live-là, vous avez celui sur les jeunes. Et puis on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit donc à lundi prochain. On espère qu'on a répondu au plus de questions possibles, que l'analyse vous a plu et vous a convaincu également. Sur ce, bonne nuit à tous. Encore merci pour votre présence et votre fidélité. Et à lundi. Bisous. Ciao. Ciao. Et Simon Bis. vous embrasse, pardon. Il vous embrasse si vous dites du mal de Paredes et il vous embrasse en général aussi. À bientôt.